Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de PNTV pour ce grand direct des municipales 2020. Un grand direct profondément remanié pour cause de coronavirus. Nous avions prévu d'avoir plein d'invités sur le plateau. Ces invités, ils ne sont pas là. Nous avons décidé de jouer la prudence, de jouer la sécurité et de montrer l'exemple, tout simplement, en évitant de propager le virus, peut-être de manière un peu, comment dire, de façon... Limiter les risques, tout simplement. Bonsoir à tous. Ces invités, on va quand même les avoir au téléphone ce soir, malgré tout. Nous aurons notamment l'ancienne Gilet jaune, Ingrid Levavasseur à Louviers. Sur Rouen, le socialiste Nicolas Maher-Rossignol, l'écologiste Jean-Michel Bérégovoy, Jean-Louis Louvel ou encore Jean-Paul Lecoq sur Le Havre. Mais la tradition qui s'impose d'autant plus au regard des circonstances, d'habitude, c'est commencer par les chiffres de la participation. Évidemment, le coronavirus, Anthony, a joué beaucoup aujourd'hui. Et le coronavirus a même joué à plein puisque le taux de participation est en chute libre. En France, à 17h, les derniers chiffres connus, c'était 38,77% de participation. C'est 16 points de moins qu'en 2014. Il faut savoir qu'en Normandie, on suit la même tendance. En Seine-Maritime, on est à 49,32% de participants. C'est 3 points de mieux, étonnamment, qu'en 2014. En revanche, dans l'Eure, c'est la chute libre avec 37,65% de participation. On était à 57,49% en 2014. La Manche, 42,37%, 54,27% en 2014. L'Orne, 41,64%, c'est 20 points de moins qu'en 2014. Et dans le Calvados, on est descendu à 33,85%. Autant dire que ce scrutin n'a pas mobilisé dans les urnes. Et certainement, le coronavirus y est pour beaucoup. Alors, la Seine-Maritime, malgré tout, bon élève de ce scrutin, jusqu'à présent, de ce scrutin 2020. La question qui se pose, évidemment, c'est quand même la légitimité de ce premier tour. Certains grands élus, notamment président de région Hervé Morin, a posé la question aujourd'hui. Qu'en sera-t-il de la légitimité de ce premier tour? Qu'en sera-t-il de ce deuxième tour? On ne sait pas encore s'il va se tenir. Pour en parler avec nous, Fabien Bottini, ça c'est Anthony. Fabien Bottini, que nous allons avoir en ligne dans quelques instants. Je profite juste pour vous rappeler que nous sommes actuellement en direct. Ce direct, c'est également le vôtre. N'hésitez pas, vous pouvez interagir, poser vos questions. Nous y répondrons évidemment dans la mesure du possible. En attendant, Fabien Bottini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur en sciences humaines et sociales à l'Université Le Havre-Normandie. Vous êtes qualifié aux fonctions de professeur des universités. Également directeur adjoint du LEXFEM, le laboratoire de recherche en droit, et consultant. Et vous travaillez sur la transformation de l'action publique, notamment locale. Merci de nous rejoindre pour ce direct. Alors, à distance, vous deviez être avec nous sur le plateau, mais comme on le disait tout à l'heure, coronavirus oblige. On a préféré jouer la sécurité et vous garder chez vous à domicile. Mais en tout cas, vous allez pouvoir nous apporter vos éclairages, notamment concernant ce premier tour. Vu le contexte, est-ce qu'il pourrait être annulé? Est-ce qu'il pourrait y avoir des recours contre ce premier tour? Alors, il faut d'abord rappeler combien la situation est inédite. C'est la première pandémie qui frappe le monde avec une telle ampleur depuis 1918. Donc, ce qui explique que finalement, il n'y a pas de solution tout arrêtée pour faire face à la situation. Si on regarde les textes, tout va dépendre de si on organise le deuxième tour la semaine prochaine ou non. Parce que pour les communes de plus de 1000 habitants, ce qui compte, c'est le nombre de votants et non pas le nombre d'électeurs inscrits. Donc même si le taux de participation est en chute libre, c'est-à-dire que ce n'est pas une raison suffisante pour annuler ce premier tour si le deuxième tour avait lieu dans les conditions normales la semaine prochaine. J'ai juste une petite parenthèse. Les internautes nous demandent les résultats sur Le Havre, Yvetot, etc., etc. Bien sûr, nous vous les donnerons au fur et à mesure quand ils arriveront. On ne pourra rien vous donner avant 20h, évidemment. Et vous retrouverez tout sur votre site internet parisnormandie.fr et dans votre quotidien demain. Fabien Bottini a supposé que ce deuxième tour n'ait pas lieu la semaine prochaine. Quelles pourraient être les conséquences, selon vous? Alors, là encore, le droit français est plutôt bien fait. C'est un droit qui est assez pragmatique. Il prévoit des cas où la situation est tellement exceptionnelle qu'on peut écarter la légalité normale. C'est-à-dire que c'est pas, à mon sens, parce qu'on décalerait le deuxième tour de quelques jours, voire même d'une semaine, que forcément les élections ne seraient pas valables, même si les textes prévoient qu'en situation normale, le deuxième tour doit être organisé dans la semaine qui suit. Le vrai problème ici, c'est que tout le monde a bien conscience que si on décale le deuxième tour, on ne va pas décaler de quelques jours. D'après les épidémiologistes, on décalerait de presque 3 mois.
Or là, je pense que ça rendrait les élections du premier tour. On imagine le nombre de recours que ça peut entraîner et pas mal d'opposants, en tout cas de personnes qui vont perdre, d'élus, de candidats qui vont perdre ce soir. On les imagine s'engouffrer peut-être dans la brèche, non ? Évidemment, c'est-à-dire qu'en réalité, tous ceux qui auront pris des points d'avance avec le premier tour vont contester la décision quelle qu'elle soit. Très bien, merci Fabien Bottini. Merci Fabien Bottini, on vous rappellera dans le courant de la soirée pour faire un point. Peut-être une dernière chose Fabien Bottini avant d'aller un peu plus loin, hors coronavirus, comment vous a paru la campagne notamment à Rouen et la campagne au Havre, 2 points très chauds en Normandie. Fabien Bottini, on vous retrouvera tout à l'heure. On l'a perdu, les points chauds, effectivement. Les points chauds. C'est le moment de les aborder. Effectivement, on a parlé du Havre, évidemment, la ville du Premier ministre vers laquelle tous les regards se tournent ce soir. La ville du Havre, où il y a eu une forte contestation sociale contre la réforme des retraites, encore très récemment. Christophe Préteux va nous parler un peu de la situation. On va l'avoir dans quelques minutes. Christophe Préteux, responsable des éditions du Havre. Édouard Philippe, qui avait été élu en 2014 dès le premier tour, quasiment à la surprise générale. Là, ça va certainement être moins facile face au député communiste Jean-Paul Lecoq. Je crois que Christophe Préteux est avec nous en ligne. Christophe Préteux est avec nous, tout à fait. Bonsoir Christophe, merci de nous accorder un peu de temps. On sait que dans les locales en ce moment, c'est très très compliqué, c'est très, très chaud. Qu'en est-il au Havre actuellement, Christophe ? Alors écoutez, à l'instant, on a 113 bureaux sur 114 bureaux de vote au Havre. Autant dire que les chiffres que je vais vous avancer sont quasiment à peu de choses près définitifs. Donc Édouard Philippe est en tête avec 43,73% des suffrages. Le député communiste Jean-Paul Lecoq, à la tête de sa liste Le Havre Citoyen, se situe à 35,75%. On a ensuite, et c'est une forte déconvenue pour lui, Alexis Dec, conseiller municipal Europe Écologie Les Verts, à la tête d'une coalition avec le PS, les radicaux de gauche, Génération Écologie et d'autres, qui est à 8,32, et vient ensuite le Rassemblement National, mené par Frédéric Broussard, qui est à 7,27% des voix. Voilà ce que je peux vous dire. Christophe Préteux, une question d'un internaute tout de suite qui nous demande comment s'est passé le vote pour les personnes âgées en EHPAD ? Très honnêtement, le plus honnêtement possible, je ne sais pas répondre précisément à cette question, que ce soit pour Le Havre ou pour d'autres communes d'ailleurs. En tout cas, Christophe, avec les chiffres pour l'instant évidemment provisoires que vous nous citez, on peut, même le jeu éventuellement des alliances au deuxième tour, on voit que finalement rien, tout reste ouvert. En tout cas, dans l'hypothétique d'un second tour, même si on ne sait pas encore quand il va se tenir. Oui, effectivement. Ce qu'on constate quand même, c'est que le chef du gouvernement vire en tête, pas très très largement, mais tout de même, il est un peu au-dessus même du sondage qui avait été réalisé il y a une quinzaine de jours, qu'il donnait aux alentours de 42. Donc l'effet anti-gouvernemental, anti-président de la République ne se manifeste pas d'une façon si forte. En revanche, c'est quand même temporisé par le score que fait Jean-Paul Lecoq, le député PCF donc d'une partie du Havre, qui lui réalise un score qui est très net par rapport à son concurrent de gauche, Alexis Dec, les deux n'avaient pas réussi à s'entendre, parce qu'en fait l'idée de départ pour la gauche c'était de faire une seule et unique liste face à Édouard Philippe, et on voit bien que entre les deux, les Havrais ont fait leur choix, c'est très clair. Concrètement, Christophe, tous les médias nationaux avaient les regards et les caméras tournés vers le Havre, avec les mesures qui ont été déclarées samedi soir. Qu'en est-il aujourd'hui, puisqu'il n'y aura pas de conférence de presse d'Édouard Philippe, il y aura juste une simple communication. Quelle est l'ambiance là au Havre ? L'ambiance, c'est que donc il y a une salle de presse à l'hôtel de ville qui est beaucoup plus vaste qu'elle ne l'était pour les élections précédentes, parce que effectivement, vous venez de le dire, de nombreux confrères de la presse nationale, mais aussi même de la presse internationale sont présents, eu égard au fait que l'un des candidats est tout de même le Premier ministre français. Alors tous ces journalistes, y compris nous autres, à Paris-Normandie, on est un peu frustrés parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que on n'aura pas une déclaration directe du Premier ministre, il ne répondra pas aux questions qu'on aurait tous envie de lui poser. Il faudra donc sans doute se contenter d'une communication écrite. Alors on fera le point, on se contentera de vous Christophe tout à l'heure après 20h pour faire le point sur le Havre.
Et nous avons un internaute qui nous demande si on en sait un peu plus sur les résultats de Rouen. On sait que vous êtes impatient d'avoir les résultats définitifs. On ne les aura pas avant 20h et même avant 20h. Ce ne seront pas les résultats définitifs, mais en tout cas, nous avons Delphine Le Teinturier qui est actuellement, qui va bientôt nous donner quelques éléments sur la ville de Rouen. La ville de Rouen où il y avait 10 candidats en lice, dont Jean-Michel Bérégovoy, qui virait en tête lors du dernier sondage. Jean-Michel Bérégovoy, l'homme fort des Verts, mais également Nicolas Mayer-Rossignol, l'ancien président de région, qui est arrivé en deuxième position selon ce sondage. C'était le socialiste. Et en troisième position, nous avions Jean-Louis Louvel, l'entrepreneur soutenu notamment par la République En Marche, mais aussi les Républicains, qui arrivait troisième selon ce sondage. Delphine Le Teinturier sera très bientôt en ligne pour nous en dire un petit peu plus. Peut-être quelques mots sur... Eh bien, Delphine Le Teinturier, vous êtes avec nous en ligne, vous nous avez rejoint. Bonsoir Delphine. Oui, bonsoir Anthony. Bonsoir Delphine. Alors Delphine, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les chiffres à Rouen, notamment sur la participation? Est-ce que vous en savez un peu plus? Alors, j'ai pas de chiffres officiels encore, mais il semble que à Rouen, quand même, ça se soit abstenu assez fortement, même si on a un chiffre, je crois, en Seine-Maritime de participation assez conséquent. Je pense que dans les villes, on a quand même moins bien voté qu'à la campagne. Et j'ai vu tout à l'heure, selon un sondage, là, qu'environ 62% des Rouennais se seraient abstenus sur ce premier tour un peu particulier. Alors Delphine, la plupart des enquêtes récentes donnaient l'écologiste Jean-Michel Bérégovoy en tête devant le socialiste Nicolas Mayer-Rossignol. Ce serait enfin un grand coup pour Jean-Michel Bérégovoy, qui est bien connu dans la région rouennaise depuis maintenant des années. Est-ce que l'effet post-Lubrizol pourrait jouer en sa faveur, selon vous? Ces dernières semaines, on aurait pu dire qu'effectivement, oui, les faits Lubrizol à Rouen ont joué à sa faveur. On a vu les résultats de l'enquête, du sondage Ipsos commandé par nos confrères de France Bleu Normandie et de France 3 Normandie, qu'il était en tête, assez talonné quand même par Nicolas Mayer-Rossignol, le candidat socialiste à Rouen. Mais bon... Tout sortira des urnes ce soir. C'est très serré, ouais. C'est très serré à Rouen cette année. J'ai l'impression que ça sera, sans trahir quelques retours de chiffres que j'ai, on ne peut pas donner de chiffres avant 20h, mais il semblerait quand même qu'on ait des surprises, des grosses surprises à Rouen. Eh ben, on aura hâte de les commenter, de les découvrir avec vous, Delphine, tout à l'heure. On vous retrouve après 20h pour un petit débrief. À tout à l'heure. Merci. On s'en va du côté dans l'Eure, c'est ça? On va partir du côté d'Évreux, effectivement. Évreux, un autre point chaud de la région que nous avons suivi évidemment depuis le début de la campagne. À Évreux, c'est le maire Guy Lefranc qui remet son mandat en jeu. Face à lui, 6 autres candidats. Il y a donc 7 listes à Évreux, donc le jeu est très ouvert. On se dirige peut-être vers une quadrangulaire, mais nous le saurons d'ici une quinzaine de minutes environ, lorsque les premiers résultats tomberont. Je vous rappelle que vous êtes en direct avec nous et que vous pouvez réagir, vous pouvez commenter cette émission, c'est aussi la vôtre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous essaierons d'y répondre avec nos journalistes qui sont sur le terrain. Avec une particularité à Évreux, Guy Lefranc, le maire sortant, une personnalité politique particulièrement clivante. Dont va pouvoir nous parler Vincent Le Gallois. Tout à fait, qui est en ligne avec nous. Responsable de la rédaction d'Évreux pour Paris Normandie. Vincent, bonsoir. Bonsoir. On disait, Guy Lefranc, personnalité clivante, qui est quand même qui occupe presque sans le vouloir cette campagne des municipales 2020. C'est bien ça? Oui, c'est vraiment lui qui est au centre du jeu. Tout le monde se positionne par rapport à lui avec son style si particulier. Avec des polémiques qui se sont enchaînées ces derniers temps. Est-ce que ça peut jouer finalement dans le score qu'il pourrait faire ce soir, qu'on découvrira tout à l'heure? Ça pourrait jouer, mais peut-être plus en faveur de ses adversaires que contre lui, parce qu'on sait que Guy Lefranc a un socle d'électeurs, notamment en centre-ville, qui est assez bien implanté et qui finalement l'a globalement soutenu dans les polémiques, y compris celles sur les gilets jaunes et ce qui s'en est suivi avec le procureur, avec le parquet général de Rouen. Donc, a priori, je ne pense pas que ça ait eu une influence majeure pour son socle de base. Après, il reste à savoir si ses adversaires pourront en profiter. Concrètement, c'est pas tellement la tendance. Concrètement, Vincent, quels étaient les gros dossiers sur lesquels les candidats, les 7 candidats, les 7 listes se sont affrontés?
Ils se sont surtout affrontés sur la question de l'écologie au tout début de la campagne. Et ensuite, on est revenu à des choses beaucoup plus classiques qui sont la sécurité, qui sont l'aménagement de la ville, l'attractivité, le cadre de vie, notamment par rapport à la politique de grands chantiers que Guy Lefranc avait lancé depuis 2014 et qui, pour la grande majorité d'entre eux, se sont achevés cette année. Donc, c'était trois dossiers extrêmement chauds ici. Sans dévoiler évidemment les chiffres qui vont être officiels après 20h, pardon. Alors, nous, ça sera même plutôt 20h30, 21h. Hein. D'accord. On est très en retard au niveau du dépouillement. On en tiendra compte. Et vous l'expliquez comment, ce retard? Pardon, excusez-moi Thomas, je vous interromps. Pardon? Vous l'expliquez comment, ce retard? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de, en tout cas pour ce que j'ai pu constater dans un des bureaux, c'est qu'il y a des bulletins blancs ou nuls ou qu'on a un peu de mal à classer. Du coup, je pense que ça retarde pas mal toute la procédure. Savoir selon le code électoral où est-ce qu'il faut les ranger. Très rapidement, je reviens juste sur ma question. Quelles sont les chances pour aujourd'hui les opposants à Guy Lefranc au niveau des forces en présence? Est-ce que l'opposition ses opposants ont de bons espoirs ce soir? Et oui, tout le monde a de bons espoirs, que ce soit Guillaume Rouget, le candidat République En Marche, ou Timur Véry, qui a réussi à unifier la gauche de façon assez inédite ici. Donc, ouais, bons espoirs, mais bon, comme je vous dis, les premières tendances, je ne sais pas si on peut en parler. Restons vagues. Restons vagues. Par contre, ce qu'on peut annoncer, c'est que le premier parti à Évreux, ce sera le parti des pêcheurs à la ligne, parce qu'on est à un taux de participation extrêmement faible, 37,18% seulement, c'est-à-dire 20 points de moins qu'en 2014. Donc on est à 62% d'abstention, ce qui est un chiffre très très élevé. Pour vous donner une idée, sur les 32 bureaux, il y a un seul bureau où on a plus de 50% de participation et c'est 50,5%. Voilà. Très bien, écoutez, merci Vincent pour ces chiffres. On fait le point, on a bien compris plutôt après 20h30 avec vous sur les premiers résultats à Évreux. Si on posait cette question des espoirs de l'opposition, c'est parce qu'à Dieppe, ces espoirs, ils sont très très minces face à Nicolas Langlois qui avait succédé au député communiste, celui qui est devenu député communiste, Sébastien Jumel à Dieppe, avec une droite toujours très divisée face à lui. A priori, Anne-Sophie Grouet-Ruodel, responsable de notre agence Paris-Normandie à Dieppe, doit être en ligne très vite avec nous. Alors Anne-Sophie va arriver, n'hésitez pas à commenter, partager. Anne-Sophie, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va à Dieppe ce soir? Ça va très bien. Un peu moins de monde que à la mairie, dans le hall de l'hôtel de ville, là, qui est pourtant bien approprié pour accueillir beaucoup de monde. Bon, effectivement, les gens sont restés un petit peu chez eux et au moment du vote et au moment du dépouillement, mais ça commence quand même à arriver. Concrètement, donc, à Dieppe, quels étaient, pareil, les grands enjeux de cette élection municipale, de ce premier tour? Alors, pour le maire sortant Nicolas Langlois, qui a pris le fauteuil laissé vacant par Sébastien Jumel, qui est devenu député, donc c'est Nicolas Langlois, le premier adjoint, qui est devenu maire en 2017, il s'agit de conforter sa place, montrer qu'il a vraiment bien pris la mesure du poste et qu'il a bien l'intention d'y rester. Hein, il est communiste, c'est une ville qui vote beaucoup communiste, Dieppe, donc voilà. Ensuite, il y avait deux listes plutôt centre-droit, menées par André Gauthier et Dominique Garçonnet, qui ont commencé un petit peu à réfléchir à la campagne tous les deux, et puis finalement qui sont partis chacun de leur côté comme tête de liste, ce qui obère un petit peu leur chance de faire l'alternance, qui était pourtant leur objectif premier. Et puis on a aussi une liste Rassemblement National qui est menée par Louis Armand de Béjary, qui est un pilier du parti de Marine Le Pen, complètement inconnu à Dieppe, mais qui lui a pour objectif d'atteindre les 10% pour entrer au conseil municipal, ce qui serait une première pour Dieppe. Et le dernier déclaré, c'était Éric Moisan pour Lutte ouvrière, qui a l'ambition déjà de faire parler de son parti et des problèmes rencontrés par les travailleurs. Voilà, donc l'enjeu, c'est de voir quel score fera Nicolas Langlois et est-ce qu'il peut passer au premier tour. Apparemment, ce serait possible. Et puis de voir aussi l'enjeu principal, si le RN peut entrer au conseil municipal, ce qui serait historique pour Dieppe. On peut rappeler d'ailleurs, en 2014, je crois que Sébastien Jumel était passé au premier tour, il me semble, non? Pas en 2014, mais en 2008. En 2008, si je me rappelle voilà. bien.
C'est l'occasion de le rappeler. ben voilà. En tout cas, a priori, c'est un boulevard qui s'annonce pour Nicolas Langlois, sauf énorme surprise. On verra ça peut-être tout à l'heure. Ouais, plutôt. Après, effectivement, la participation n'est pas énorme. On sera en dessous des 50%, alors que c'était 64% en 2014. L'effet coronavirus, l'effet de la peur que ça a pu susciter chez les électeurs, on ne sait pas ce que ça peut donner, mais il semblerait que les partisans de Nicolas Langlois se soient largement mobilisés. À confirmer, mais c'est la tendance que ça prend ce soir. En tout cas, le scrutin passionne puisqu'on a des demandes pour des résultats à Bolbec et des demandes pour des résultats à Notre-Dame de Bondeville. On remercie les internautes qui nous suivent. On va attendre. On aura tout ça dans le courant de la soirée. On vous les donnera dès qu'ils seront disponibles. Nous avons avec nous sur le plateau Stéphane Siret. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous à nos côtés malgré le coronavirus, etc. Merci de venir partager cet espace clos avec nous. Nous ne sommes que 3 sur le studio, donc a priori ça marche encore. Il y a un distance. Voilà, on a gardé le mètre de distance. Même entre nous, on est juste. Mais bon. Stéphane Siret, rédacteur en chef en charge des questions politiques à Paris Normandie. Déjà, un premier mot sur ces chiffres de participation, évidemment à remettre dans un contexte, on va dire, carrément historique. Absolument. Et donc, Elab, un des instituts de sondage qui travaille sur ce scrutin, annonce une abstention à 56% ce soir, ce qui est historiquement bas pour un scrutin municipal. On sait que les élections municipales, c'est un peu comme les élections présidentielles. C'est l'élection préférée des Français. Et là, on arrive à un niveau de participation qui serait donc par soustraction à 44%. Pour rappel, il y a 6 ans, on était 20 points au-dessus. Donc on voit bien que la mobilisation est quand même très faible. Alors quand on a dit ça, il faut regarder un peu dans le détail. Par exemple, en Seine-Maritime, on arriverait à 17h, on avait une participation qui était aux alentours de 50%, à quelques points près, ce qui est un peu une exception en Normandie, puisque dans tous les autres départements, la participation était en très nette baisse, à 17h toujours, par rapport à 2014. Mais les chiffres de 17h, globalement, ne varient pas beaucoup entre 17h et 18h. C'est pas là où les gens se précipitent dans les bureaux de vote. Quelle leçon on va pouvoir tirer justement de ce premier tour? Ça va être difficile, non? Ça va être compliqué. Quelle leçon on va pouvoir tirer de ce premier tour? Il faut d'abord attendre quelques minutes encore pour avoir les résultats. Les premières tendances, malgré tout, nous montrent que le vote bénéficierait, je mets ça au conditionnel évidemment, bénéficierait aux partis un peu plus traditionnels, partis un peu plus régaliens. Qui ont des bases militantes peut-être plus qui ont des bases militantes importantes, qui sont souvent des partis d'élus. On peut estimer que ce vote aujourd'hui correspond aussi, dans un contexte historique, là aussi avec ce virus, correspond à un besoin peut-être de se rassurer quelque part. Et quand on a besoin de se rassurer, on va souvent chercher des valeurs un peu historiques, des partis d'élus, des gens qui ont de l'expérience. Au-delà du coronavirus, est-ce que vous avez eu le sentiment que la campagne des municipales pouvait passionner avant qu'il y ait cette crise sanitaire? Elle a passionné, peut-être, mais en tout cas très tard, ça c'est sûr. Quand on est arrivé en janvier, on s'est dit, bon, là, ça y est, ça va démarrer. Bon, janvier, ça a démarré, mais tout doucement quand même. Quand il y a eu les vacances de février, on s'est dit, bon, cette fois-ci, on y est. En fait, elle n'a vraiment démarré là que ces derniers jours, on l'a vu. Alors certains candidats ont évidemment fait de très bonnes campagnes sur le terrain pendant longtemps. Ils sont partis très tôt. On va voir quels sont les résultats. J'ai le sentiment que la campagne, malgré tout, s'est accélérée vraiment dans les tout derniers jours. Quelques mots sur les tendances qui manifestement se dessinent. C'est évidemment, on va préciser tout ça après 20h, mais il semblerait qu'Édouard Philippe arrive en tête au Havre. Oui, alors, il faut rappeler qu'Ipsos, il y a quelques jours, avant le recours à 49.3, c'est important de le dire parce que c'est un curseur dans cette campagne. Ipsos donnait Édouard Philippe à 42%. Bon, ce soir, on peut dire qu'Ipsos ne s'est pas trompé. D'accord. Il semblerait que la mobilisation, le 49.3 et la 49.3 mobilisation visiblement sociale au Havre. Voilà, la mobilisation sociale, le recours à 49.3 n'a pas vraiment eu d'effet. Évidemment, pour l'exécutif, c'est un signe très important puisque la ville du Premier ministre est évidemment sous tous les regards. C'est quoi l'enjeu pour Édouard Philippe ce soir? L'enjeu pour Édouard Philippe, d'une part, c'est de retrouver sa mairie à un échelon local. Et puis politiquement, c'est important, parce qu'on a vu quand même depuis ces derniers mois, alors on peut rappeler l'épisode des Gilets jaunes, la réforme des retraites, évidemment que le gouvernement est sous pression de la rue. Finalement, cette élection
d'Édouard Philippe, si elle se confirmait, montrerait aussi que le désir de réforme, la volonté de réforme mise en œuvre par le gouvernement, finalement, elle est plutôt bien reçue. Alors attention, il faut quand même détacher l'aspect national de l'aspect local. Édouard Philippe, quand il est au Havre, il parle du Havre. Quand il est à Paris, il parle de la nation. Donc, là, ça va être il y compliqué a un distinguo. de distinguer. Il y a un distinguo. Là, ça va être compliqué de le faire. Ça va être compliqué, mais après, est-ce qu'on peut dire que la victoire d'Édouard Philippe au Havre est une victoire éclatante pour le gouvernement? Il faut également regarder les résultats ailleurs, et notamment ceux des ministres. Bon, évidemment, on pense à l'autre ministre normand, Sébastien Lecornu, à Vernon, qui manifestement n'aura pas beaucoup de difficultés à rester dans la majorité municipale. Est-ce qu'il y a d'autres points, notamment à Rouen, qui ont retenu particulièrement votre attention? Alors à Rouen, évidemment, la campagne a été assez haletante, avec 10 candidats, ce qui est quand même historique. Il n'est pas encore 20h, donc on ne peut pas encore dire exactement. Quelques minutes. Voilà, mais les premières tendances montrent ce que je disais tout à l'heure, c'est que sorte de réflexe de la part des électeurs d'aller vers les partis traditionnels, en l'occurrence vers la majorité sortante. Voilà, je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Delphine nous parlait de grosse surprise tout à l'heure. C'est une grosse surprise? C'est une surprise si effectivement Nicolas Maillard-Rossignol, puisque c'est de lui dont il s'agit, arrive en tête avec 6 ou 7 points d'avance. Oui, c'est une grosse surprise, d'autant que le sondage de la semaine passée le donnait plutôt en deuxième position, derrière Jean-Michel Bérégovoy, le candidat de l'écologie. Eh bien, merci Stéphane. Vous revenez tout à l'heure pour faire le point sur les premiers résultats. Il sera 20h dans 4 minutes, un peu moins de 4 minutes. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler, Anthony, les chiffres de participation? Eh bien oui, les chiffres de participation, on les a donnés tout à l'heure. On le disait, l'abstention est la grande gagnante de ce premier tour des municipales 2020. On est en Seine-Maritime à 49,32% de participation. C'était 46,83% en 2014. Plus de 37% dans l'Eure. C'était 57%, quasiment 58% en 2014. 42,37% dans la Manche. C'était 54,27% en 2014. J'énumère comme ça, mais 41, 64, 61, 95 en 2014, ça c'est dans l'Orne. Et le Calvados, à 17h, était descendu à 33,85%. Dans 3 minutes, 20h, dans 3 minutes, les premières estimations. En attendant, un petit jingle. On va faire une petite pause et on se retrouve effectivement. On se retrouve juste après, quasiment, avec les premiers résultats et nos premiers invités au téléphone. Très brève pause, un petit jingle, histoire juste de prendre un petit verre d'eau quand même, Thomas. On revient donc sur ces municipales. Dans 3 minutes, on aura nos premiers candidats en ligne. Pour rappeler surtout que nous allons suivre ce soir évidemment la ville du Havre où le Premier ministre Édouard Philippe se présente. Peut-être une surprise d'ailleurs au Havre. La ville de Rouen évidemment, où on nous annonce également une surprise. Finalement, ce sera un premier tour plein de surprises, nous annonce-t-on. Alors si vous nous rejoignez, vous êtes en direct sur PNTV pour suivre cette soirée dédiée aux élections municipales. Malgré tout, malgré le contexte évidemment qu'on ne va pas vous apprendre lié au coronavirus, il était prévu à l'origine un dispositif un peu plus important avec des invités sur ce plateau. On a plutôt demandé à chacun de rester chez soi, évidemment, vous comprenez bien. Mais on va avoir du monde au téléphone ce soir. Vous avez entendu Stéphane Ciré, peut-être pour ceux qui étaient déjà avec nous il y a quelques minutes, nous expliquer qu'a priori, en tout cas dans les grandes villes, il y avait une sorte de valeur refuge dans les partis traditionnels. Il semblerait qu'il y ait des surprises qui se dessinent sur Rouen notamment. Et quand on dit surprise, ce serait peut-être une arrivée en tête du socialiste Nicolas Maillard-Rossignol. On va évoquer tout ça. Édouard Philippe serait donné en tête, comme l'avaient annoncé les sondages au Havre, malgré le 49.3, malgré la mobilisation contre les retraites. Alors, on va attendre tout ça. Au téléphone, on va avoir un certain nombre de personnes quand même. On peut peut-être en citer quelques-unes pour commenter ces résultats. Nous devrions avoir Ingrid Levavasseur dans quelques minutes au téléphone, à Louviers, suivi par Audrey Clier, notre journaliste sur place.
Nous devrions avoir Laura Slimani pour la liste des Verts à Rouen, mais également Jean-Michel Bérégovoy. Nous devrions avoir Hubert Wulfranc, député communiste de Seine-Maritime, pour faire un point sur les scores de son groupe dans les différentes villes. Et puis nous aurons vous, évidemment, parce que c'est une soirée en direct sur Internet. On vous invite à réagir, à commenter et à poser des questions sur les réseaux sociaux, même si certains déjà nous ont poser des questions sur le résultat qu'on ne pouvait pas communiquer, mais on va faire en sorte de répondre au mieux à vos questions dans les secondes et minutes qui viennent. On va tout de suite aller à Louviers où nous retrouvons, on en parlait à l'instant, Audrey Clier. Audrey Clier, bonsoir. Audrey, bonsoir. Audrey Clier qui était en ligne il y a quelques secondes. Ce sont, comme on dit dans le jargon classique, on avait dit qu'on ne l'utiliserait pas ce soir, mais voilà, les aléas du direct. Audrey Clier, vous êtes en ligne. Oui, bonjour. Bonsoir Audrey. Bonsoir, oui, bonsoir. Oui, oui. Et donc, alors cette élection à Louviers, comment ça se présente? Alors, une surprise, parce que François-Xavier Priolo, maire sortant, a été élu dès le premier tour. Il est 20h, on peut l'annoncer officiellement. Tout à fait. Malgré un nombre important de listes concurrentes. Il a été élu au premier tour. Alors, je sais. D'accord. Alors, attendez, je suis avec Ingrid Levavasseur. Alors, on vous reprend tout de suite après, Audrey. Vous nous referez un petit point. D'accord, oui, parce que c'est vrai, en fait, les résultats viennent à peine de tomber à l'instant. Donc, du coup, là, ils sont en train de calculer en fonction des bureaux des uns et des autres. Et ils sont en train de regarder des pourcentages et il faut être sûr qu'ils soient bien élus au premier tour. Là, ça va se jouer à quelques voix près. À quelques voix près. On fera un point également sur la participation à Louviers. Vous êtes avec Ingrid Levavasseur? Je suis avec Ingrid Levavasseur. Vous voulez que je vous la passe? Allez-y, comme ça on aura une première réaction à chaud. Allez, je vous la passe. Ingrid Levavasseur, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Vous êtes en direct sur PNTV pour commenter ces premiers résultats des municipales à Louviers. Alors, peut-être déjà nous dire quel est le score que fait ce soir votre liste à Louviers. Alors, notre liste fait 18,24%, donc sort deuxième sur les 6 listes. C'est plutôt une satisfaction, j'imagine. Oui, c'est intéressant de voir qu'en fait on est premier des sortants de la gauche. Maintenant, c'est pas représentatif étant donné le coronavirus. Je pense qu'il faut vraiment être au clair avec le nombre de votants. Il y a eu beaucoup d'abstentions sur Louviers ce soir, aujourd'hui? Oui, il y a eu beaucoup d'abstentions. On parle de à peine 40% de participation pour des municipales, ce qui est relativement faible. Maintenant, je pense qu'il va falloir voir si second tour il y a, et a priori il y aura, puisqu'il n'y a pas 25%, Priolo n'obtient pas 25% des votants, donc il y aura certainement un second tour. D'accord, avec le jeu des alliances là-dessus. Tout à fait, le jeu des alliances, et puis en fait ça se joue à peine 150 voix par rapport à la gauche. Donc, Ingrid Levavasseur, vous êtes une novice en politique. Le grand public vous a connu à travers la crise des Gilets jaunes, dont vous étiez l'un des visages. Comment vous avez vécu ces mois de campagne et finalement cette entrée aux politiques? C'est très intense, ce fut une campagne assez forte. Maintenant, j'ai envie de dire que s'il y a deuxième tour, on va encore intensifier cette campagne, donc rien n'est joué. J'ai beaucoup appris durant cette campagne et je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre et pour moi, c'est très enrichissant. Juste un point, Ingrid Levavasseur, je vous interromps quelques petites secondes. Au Havre, les premiers résultats sont tombés. Il ne manquerait qu'un bureau, mais selon notre journaliste sur place, Christophe Frébou, Édouard Philippe serait en tête avec 8 points d'avance sur la liste de Jean-Paul Lecoq. Ingrid Levavasseur, on vous reprend. Vous me disiez que c'était très intense. Aujourd'hui, comment vous allez aborder justement cette campagne de deuxième tour? Avec qui éventuellement vous pouvez aujourd'hui discuter de fusion de liste? En fait, on va déjà commencer à échanger avec Diego Ortega qui arrive à 14%. Donc qui est après nous et pour l'instant de toute façon on suit notre ligne de conduite qui était de s'unir au deuxième tour pour faire l'union de la gauche de manière à faire face au maire sortant dès ce soir. Avec un écart qui manifestement vous donne de l'espoir ce soir. Oui, certainement, oui. Quand on calcule, on a 150 voix d'écart entre la gauche et Priolo, donc c'est largement jouable. Très bien. Écoutez, merci Ingrid Levavasseur. Merci à vous. On va reprendre Audrey Clier qui est donc toujours à Louviers pour faire un point un peu plus complet également sur le secteur. J'en profite, Audrey, une toute petite seconde, juste pour annoncer les résultats à Elbeuf, donc en Seine-Maritime.
Djoudé Merabé a été réélu au premier tour avec près de 66% des suffrages exprimés. Il y avait 4 listes à Elbeuf, c'était une première. Et Djoudé Merabé, donc la liste du Parti socialiste, est en tête largement. Et voilà, il n'y aura pas de second tour à Elbeuf. Audrey Clié, sur votre secteur, quels sont les autres points à suivre, les autres points qui vont particulièrement intéresser les internautes ce soir? Donc, alors, Louviers, je vous confirme qu'il y a bien un deuxième tour. Donc, je ne sais pas si Ingrid Vavasseur vous l'a Tout à fait, confirmé. Oui, voilà. oui. Après, j'ai pas encore les résultats sur mes autres secteurs. À Pont-de-l'Arche, normalement, le maire sortant aurait été élu au premier tour. Mais voilà, c'est un peu l'agitation. Il est 20h, les résultats tombent à peine. Malheureusement, j'ai pas trop de visibilité sur tout mon secteur, mais vous pouvez peut-être me rappeler d'ici quelques minutes et j'en saurai plus. Là, je vous avouerai que c'est vrai que c'est un peu dense. C'est 20h, donc les résultats tombent. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Voilà. On comprendrait. Merci quand même. On se rappelle tout à l'heure peut-être. Oui, sans problème. Ça marche. Là, Merci. ça sera plus simple pour moi. Merci. En attendant d'avoir peut-être Damien Adam, le député rouennais de La République En Marche, dans quelques minutes, peut-être revenir sur ce que vous avez dit, Anthony, sur ce score de Djoudé Merabé à Elbeuf, Tout à fait. qui confirme son implantation locale. locale. Confirme son implantation locale. On rappelle que Djoudé Merabé a succédé à Didier Marie, qui était déjà vraiment l'homme fort de l'agglomération elbevienne. Didier Marie qui est d'ailleurs sur la liste de Djoudé Merabé. On voit que les années passant, l'ancrage du Parti socialiste à Elbeuf reste très important, que le Rassemblement national continue de gagner, qui était très présent il y a 6 ans, voilà, qu'il l'est moins. Reste implanté, mais un peu moins aujourd'hui. On aura les résultats définitifs dans quelques minutes. On va pas tarder à aller à Rouen on va aller, et non, excusez-moi, on m'annonce dans l'oreillette, vous voyez, c'est toujours le direct. D'ailleurs, vous pouvez toujours commenter et n'hésitez pas à nous demander si nous avons des résultats, ils vont tomber petit à petit. On va aller au Havre tout de suite, où nous avons un journaliste qui va bientôt nous donner quelques informations avant de récupérer Le Havre, Damien Adam. vous l'avez entendu, Le Havre, où a priori Édouard Philippe, et c'est même pas a priori, où Édouard Philippe est en tête. Les premiers éléments annoncent 8 points d'avance d'Édouard Philippe au Havre. Face au député communiste Jean-Paul Lecoq, qui, en cas d'alliance avec les écologistes, peut-être pourrait faire gagner, en tout cas obtenir la revanche de la gauche au Havre. Édouard Philippe qui avait été élu dès le premier tour, il faut se rappeler quand même en 2014, face à une gauche justement très divisée. Ce soir, donc il a 8 points d'avance. Il aurait 8 points d'avance sur Jean-Paul Lecoq. Sur Jean-Paul Lecoq, ce qui signifie qu'effectivement l'effet 49.3 dont parlait Stéphane Ciré, le rédacteur en chef adjoint de Paris-Normandie à charge de la politique, l'effet 49.3 n'a pas eu lieu. Il faut rappeler quand même qu'au Havre, on vote à droite quand même pour le municipal depuis maintenant 1995 et la victoire d'Antoine Ruffnac, dont Édouard Philippe était l'héritier légitime, entre guillemets. Peut-être que nous avons Christophe Préteux, c'est ça, avec nous pour commenter ces premiers chiffres qui tombent. Non, pas encore. Toujours pas. Mais en tout cas, il n'y aura pas de déclaration d'Édouard Philippe, vous l'avez bien compris. Enfin, il y aura une déclaration, mais il n'y aura pas de conférence de presse. Ils ne l'auront pas avec nous au téléphone ce soir. D'autres résultats peut-être D'autres résultats qui tombent alors petit à petit. On a les résultats de l'heure qui arrivent. Alors j'en prends quelques-uns vraiment comme ça au hasard. Mais le résultat le plus important, effectivement, comme on l'a rappelé, on est parti en Seine-Maritime. On a quelques petits soucis d'Internet, mais ça ne saurait tarder. Les résultats vont tomber. On va, en attendant, continuer de chercher à joindre Damien Adam, de chercher à joindre Jean-Michel Bérégovoy pour avoir une réaction, puisqu'il semblerait qu'effectivement, selon les résultats qui nous sont parvenus et qu'on m'indique dans l'oreillette, Nicolas Meyer-Rossignol serait en tête, effectivement, au premier tour de ce scrutin à Rouen. Peut-être une alliance entre les deux premières listes. On attend également le résultat de Jean-Louis Louvel, l'entrepreneur, soutenu par La République En Marche à Rouen. Un beau comeback pour Nicolas Meyer-Rossignol, qui a été président de la région Haute-Normandie à l'époque, battu par Hervé Morin au moment de la fusion et de la région Normandie, qui revient là ce soir. C'est
Effectivement, c'est le grand retour. Si tous ces chiffres se précisent et se confirment, Nicolas Maillard-Rossignol en tête, devant Jean-Michel Bérégovoy, on imagine assez facilement que les deux hommes pourront s'entendre pour garder Rouen à gauche. On leur demandera tout à l'heure. On sait que Jean-Michel Bérégovoy voulait être à la mairie et ne lorgnait pas la métropole. On sait que Nicolas Maillard-Rossignol, lui, lorgnait le siège de maire, mais également le siège de la métropole. On va voir comment les deux vont pouvoir s'arranger. Nous avons Fabien Bottini en ligne. Fabien Bottini, merci d'être de retour avec nous sur le plateau de PNTV. Merci à vous pour votre invitation. Fabien Bottini, quel regard vous portez sur le résultat d'Édouard Philippe au Havre ? C'était effectivement le match de la soirée. La question, c'était au fond, est-ce que ces élections municipales vont se transformer ou non en plébiscite pour ou contre la politique de la majorité actuelle. Alors ce qu'on peut dire, c'est que apparemment, comme Édouard Philippe a 8 points d'avance, on pourrait penser que c'est plutôt favorable pour lui, mais je voudrais juste rappeler que 8 points d'avance par rapport à ce que les sondages avaient annoncé, finalement, c'est moins que ce qui était prévu, puisque à l'origine, on disait qu'il aurait 42 points contre 25, je crois, de mémoire pour Jean-Paul Lecoq. Donc, on lui prédisait 17 points d'avance. Donc là, 8, c'est une avance confortable, mais moins que ce qui était annoncé. Alors, évidemment, l'abstention a peut-être joué en sa défaveur, mais la question qui va se poser aussi, c'est celle de la réserve de voix qu'il aurait pour le deuxième tour. On l'a dit tout à l'heure, le Havre-Ville vote depuis 1995 à droite pour les municipales, mais c'est aussi une ville où paradoxalement il y a une forte mobilisation sociale, on l'a vu encore sur la réforme des retraites. Est-ce qu'aujourd'hui on assiste à peut-être à un début d'inflexion ? Tout est envisageable. Ce qui est sûr, c'est que Jean-Paul Lecoq, avec ses colistiers, a labouré le terrain ces dernières semaines, voire même ces derniers mois, pour présenter son programme. Donc il a été fortement présent, ce qui peut-être a été un avantage par rapport à Édouard Philippe, mais inversement, le fait qu'Édouard Philippe soit Premier ministre, ça a certainement joué en sa faveur, puisque certains Havrais savent qu'il profite de sa fonction au sommet de l'État pour relancer des projets qui sont importants pour le développement futur du Havre. Je pense à la ligne grande vitesse, la Défense, le Havre, et je pense aussi, ce qu'il a annoncé, c'est la décision qui sera prise pour le siège de l'AROPA, l'association des ports du Havre, de Rouen et de Paris, qui sera peut-être en avril installée sur le Havre. Fabien Bottini, merci d'être venu sur le plateau. On reviendra vers vous tout à l'heure. Là, nous allons rester au Havre où Christophe Préteux nous donnera un peu plus d'informations concernant notamment les résultats définitifs, mais aussi la participation. J'en profite juste pour vous annoncer quelques résultats, notamment à Desvilles-les-Rouen. La liste Agir ensemble pour Desvilles de Dominique Gambier l'emporte au municipal dès le premier tour avec 51,72% des suffrages exprimés. Direction Montivilliers également, où le maire sortant Daniel Fidelin est sèchement devancé par le candidat de la gauche avec 62,88% des voix contre 37,12%. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les résultats en direct sur notre page internet paris-normandie.fr. Montivilliers, on peut dire juste quelques mots et sur on a Montivilliers, Christophe Préteux. C'est plutôt une surprise. On va en parler, oui, peut-être avec Christophe Préteux qui nous rejoint. Voilà, ce qui nous ramène au Havre. Christophe Préteux, qu'est-ce que vous pouvez nous préciser, nous confirmer là tout de suite au sujet des résultats du Havre? Alors, tout à l'heure, je vous parlais de 113 bureaux sur 114. Je n'ai malheureusement pas eu le 114e. On l'attend toujours. Ou alors, si on l'a eu, en tout cas, ça ne m'a pas encore été communiqué, même si... mais il ne devrait pas faire la différence. Non, bien évidemment que non. Donc on est sur une fourchette que je rappelle, qui est de 43,73 pour le Premier ministre, Édouard Philippe. Nous avons ensuite le député PCF Jean-Paul Lecoq, qui est à 35,75%. Vient en troisième, et c'est une surprise, c'est un méchant revers pour lui, Alexis Beck, donc le candidat Europe Écologie Les Verts, qui a fait alliance au Havre avec le PS, mais aussi avec d'autres formations de gauche, comme les radicaux de gauche, qui lui est à 8,32%, ce qui est évidemment très très loin de ses prétentions d'avance au premier tour, et nous retrouvons en quatrième position le Rassemblement National qui est à 7,27%, et j'en profite pour dire que le RN fait quasiment la moitié de ce qu'il avait fait en 2014. Là encore, pour le parti de Marine Le Pen, on ne peut pas précisément dire que ce soit un grand succès face au Premier ministre Édouard Philippe. Le RN en recul.
comme à Elbeuf, le RN en recul. Comment vous avez vécu cette campagne, vous et vos équipes au Havre, avec effectivement une campagne avec un candidat, Édouard Philippe, forcément par la force des choses pas très présent, Jean-Paul Lecoq à l'inverse très offensif. Quel regard vous portez sur cette campagne municipale particulière au Havre? C'est vrai qu'en fait au Havre, on a assisté à un choc. Je ne vais pas dire de civilisation, mais un choc de style. Parce que il y a d'une part le candidat Édouard Philippe, Premier ministre en exercice, qui s'est déclaré, vous ne l'aurez pas oublié, assez tardivement. Il a quand même fait durer le suspense jusqu'au mois de février, ce qui d'ailleurs compliquait un peu la tâche à ses adversaires potentiels. Donc la campagne d'Édouard Philippe, c'était un peu quelque chose c'était une campagne blitzkrieg très, très rapide, et qui est devenue tellement rapide que là il n'était même plus sur le terrain havrais en raison de la crise du coronavirus qui l'occupe, j'imagine, si ce n'est 24 heures sur 24, au moins 23. Donc faire campagne dans ces conditions, c'était très très compliqué. En face, on a un autre style, on a Jean-Paul Lecoq, lui ça fait 1 an qu'il est en campagne, ça fait 1 an qu'il laboure, et pour celles et ceux qui le connaissent, le terme est bien employé, c'est quelqu'un qui va partout, qui va dans tous les quartiers, qui sonne dans toutes les maisons, qui va dans les cages d'escalier, et qui tente de convaincre, et qui avance, etc., avec une liste un peu particulière, parce que certes il est député communiste, mais sur sa liste composée de 61 noms, il y a, si ma mémoire est bonne, 8 communistes. Voilà, c'est pas la liste du Parti communiste, ce serait vraiment un peu court et un peu ridicule que de dire ça, même si on l'entend dans cette campagne. Qu'on a vraiment ce choc entre les deux. Et puis il y avait le troisième homme, Alexis Dec, qui lui avait, qui est un conseiller municipal sortant d'Europe Écologie Les Verts, qui lui avait vraiment chevillé au corps cette idée selon laquelle l'urgence écologique, le fait écologique allait être au cœur de cette campagne. En particulier au Havre, qui est une grande ville industrielle, où on ferme la centrale à charbon, où on a une décharge qui vomit des centaines de milliers de mètres cubes de détritus régulièrement directement dans la Manche. Voilà, dans la Manche. C'est quand même un énorme problème. Et Dec comptait beaucoup là-dessus. Il avait dit, moi je ne fais pas campagne contre le Premier ministre, je fais campagne pour le Havre Écologie, c'est le nom de sa liste, et pour que la prise de conscience soit au cœur de ce vote. Et là, manifestement, au Havre, où, il faut bien le dire, les écologistes n'ont jamais réussi des scores très importants, en dehors bien sûr des européennes, on a cette gifle, parce qu'il ne faut pas parler autrement. 8,32, c'est quand même... C'est très peu. Christophe, je vous interromps 2 petites secondes. Un petit point résultat. On part à Port-Jérôme-sur-Seine, où Virginie Carollo remporte mais très largement la mairie avec 71,4% des voix. On rappelle encore une fois que vous pouvez retrouver tous les résultats sur le site de paris-normandie.fr. Est-ce qu'on a encore Christophe avec nous? Je crois pas. Christophe n'est plus en ligne, manifestement. On a beaucoup de mal ce soir à joindre les candidats. Je pense que les tractations doivent avoir commencé. On attend notamment des nouvelles de Charlotte Goujon au Petit Queville pour faire un point. On devrait également ne pas tarder à avoir Hubert Wulfranc, le député communiste de Seine-Maritime, qui pourra nous en dire un peu plus sur Saint-Étienne-du-Rouvray, notamment, une ville qu'il connaît bien, puisqu'il en était le maire avant de laisser son siège à Joachim Moïse. On devrait avoir normalement Jean-Michel Bérégovoy, qui est à Rouen, l'homme fort de Europe Écologie Les Verts. En attendant, donc pour l'instant, on a... Et personne ne répond pour l'instant, indique-t-on dans l'oreillette. C'est très difficile, s'il vous plaît, répondez. En tout cas, on peut revenir rapidement sur le Havre. Sur Montivilliers, peut-être déjà, parce que Montivilliers, Daniel Fidelin, qui est quand même un élu plutôt très installé, très connu, qui avait remporté haut la main Montivilliers il y a 6 ans, là c'est totalement l'effet inverse. Montivilliers qui est la deuxième, la plus grosse ville de l'agglomération havraise après le Havre, évidemment. Et le Havre, vous l'avez entendu par Christophe Préteux, où finalement les enjeux, ça reste assez ouvert pour un deuxième tour. Pour le deuxième tour, ça reste effectivement ouvert, mais je reviens un instant sur Montivilliers où vous en parliez. C'est vrai que quand Daniel Fidelin est arrivé en 2014, ça faisait 37 ans que la ville était à gauche. On imagine que effectivement ça a dû être un gros pari en 2014 lorsqu'il est arrivé à prendre le siège de maire. Là, en l'occurrence, son pari est remporté haut la main.
Non, il est battu haut la main. Il a effectivement... Avec une victoire nette de Jérôme Dubeau à Montivilliers. Et peut-être que nous avons d'autres résultats qui tombent si Anthony peut nous renseigner là-dessus. Manifestement pas encore. Pour l'instant, pas encore. On va vous rappeler dans quelques secondes les résultats sur Louviers et Évreux pour refaire un point. On va bientôt avoir également les personnes en charge de la mairie, de la rédaction locale de Rouen. On est en train, alors tout ça est un peu compliqué puisqu'on avait normalement tous les invités sur le plateau et on a dû décommander beaucoup de gens pour des raisons de santé et en raison du coronavirus. Voilà, donc du coup, ça complique un peu l'organisation puisque les résultats ne tombent pas comme ils devraient et les personnes que nous devions avoir en ligne ne répondent pas. Ce sont les aléas du direct. Troisième fois qu'on utilise cette expression. Mais surtout, puisque nous sommes en direct, surtout n'hésitez pas à intervenir sur les réseaux sociaux. Posez-nous pas toutes les questions parce que on n'est pas sûr actuellement de pouvoir y répondre. Mais Stéphane Siret aussi, on va faire appel à lui, notre rédacteur en chef spécialisé questions politiques, va venir pour analyser ses premiers résultats. On en a parlé tout à l'heure quand même. Évidemment, la Normandie, ce n'est pas que Rouen et Le Havre, mais ce sont quand même les deux places très fortes politiquement, très symboliques. Donc Stéphane va venir nous parler de ces scores. Et en attendant, écoutez, on va avoir Hubert Wulfranc, le député communiste, ancien maire de Saint-Étienne-du-Rouvray. Bonsoir Hubert Wulfranc. Bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct sur le plateau de PNTV. Je vous en prie. Qu'est-ce que ça donne sur Saint-Étienne-du-Rouvray déjà pour commencer ? Ça donne une élection de M. Moïse aux alentours de 80%. L'habitude. Vous avez l'air blasé, c'est l'habitude. Rien de particulier, oui. Rien de particulier. Rien à déclarer, pas de coronavirus. Voilà. En termes de participation ? En termes de participation, on est aux alentours de 35% de participation. Ce qui est très faible. Oui, bien sûr, dans le creux national qui se dessine, bien évidemment, il y a des problèmes en termes au niveau national par rapport à ce premier tour, mais il a eu lieu, et comme je viens de le déclarer, il ne s'agit pas de refaire l'histoire, mais de s'interroger maintenant sur la suite vers le second tour. Un internaute demandait tout à l'heure comment le vote en EHPAD s'est passé. Est-ce que vous avez un peu plus d'informations, notamment sur Saint-Étienne-du-Rouvray, l'accompagnement des seniors ? Écoutez, on avait mis à disposition ce qu'on appelle le mobilobus chez nous, qui permet aux personnes à mobilité réduite de se déplacer vers les bureaux de vote. Mais je crois qu'il n'y a pas eu de fait marquant sur le vote des résidents en EHPAD. Malheureusement, je pense qu'effectivement, sans pouvoir vous le démontrer ce soir, mais que l'engouement n'a pas non plus été évidemment au rendez-vous. Les conditions dans lesquelles s'est déroulé ce premier tour l'expliquent déjà pour les personnes qui pouvaient le faire. Alors, Hubert Wulfranc, on imagine que vous avez suivi quand même aussi, vous suivez de près ce que font vos alliés de la gauche dans l'agglomération rouennaise, dans la région. Votre collègue Jean-Paul Lecoq sur Le Havre, quels sont les chiffres qui vous parviennent et puis quels sont vos motifs aujourd'hui de déception et de réjouissance ce soir ? Ce soir, d'après les éléments dont je dispose, nous n'avons que des sujets de satisfaction, puisque Sébastien Jumel et Nicolas Langlois, le maire de Dieppe, enregistrent une victoire éclatante au premier tour. Jean-Paul Lecoq fait un score canon au Havre et met grandement en difficulté la ville du Premier ministre. Aujourd'hui, c'est un échec, quel que soit le contexte, c'est un échec pour le Premier ministre, parce que derrière cette situation un peu particulière, bien évidemment due au virus, il y a quand même des tendances strictement politiques qui marquent un rejet de la politique du gouvernement. À eux, je crois que nous sommes en tête. Le candidat communiste est en tête à eux. Autant d'éléments qui, en l'état des résultats que je connais à cette heure, laisse à penser que non seulement
les municipalités communistes sont réélues ou en voie d'être réélues, mais que certaines villes non négligeables, j'ai cité eux, Ouais. eh bien, sont en passe de pouvoir se doter d'une municipalité d'union de la gauche tout à fait intéressante. Donc que des sujets de satisfaction, Hubert Vulfranc, on a bien compris. Un petit mot peut-être quand même sur l'action de ce deuxième tour. En cas de confinement, doit-il se tenir ? Comment vous voyez les choses ? Écoutez, de la même façon que j'ai dit à mon avis, on ne pouvait pas refaire sur le premier, autant que l'histoire reste à faire sur le deuxième, et j'aurais pas la prétention n'étant ni virologue, ni dans les allées du pouvoir, de vous dire comment ça... Mais tout le monde s'interroge. En fait, autour de nous, encore dans la journée, les électeurs... Une question d'ailleurs d'une internaute, Hubert Vulfranc, qui s'interroge sur le poids du coronavirus dans cette élection. On le rappelle depuis tout à l'heure, l'abstention est très forte à Saint-Étienne-du-Rouvray. Merci beaucoup, Hubert Vulfranc, de nous avoir accordé un peu de votre temps. Je vais me tourner vers Stéphane Siret, notre rédacteur en chef adjoint, qui est de retour. Stéphane Siret, d'abord, une première question. Un mot sur Évreux. Est-ce que vous avez des informations sur Évreux ? Alors visiblement sur Évreux, d'après les informations qu'on nous donne, le dépouillement n'est pas tout à fait terminé sur la trentaine de bureaux. Guy Lefranc virerait en tête de manière assez confortable, donc prendrait une option sérieuse sur le second tour. On pourrait avoir une triangulaire à Évreux entre donc Guy Lefranc, le maire sortant LR, Timur Véry, le candidat du Parti socialiste, et puis Guillaume Rouget, le jeune candidat de La République en marche. Visiblement, Emmanuel Camoin, le candidat du Rassemblement national, ne serait pas en mesure de se maintenir au second tour. Je vous rappelle qu'il faut 10% des votes exprimés pour se maintenir. Petite parenthèse, on a l'impression que le Rassemblement national fait des scores beaucoup moins éclatants qu'il y a 6 ans. Oui, tout à fait. On sait que le vote local n'est pas traditionnellement un vote favorable au Rassemblement national. Dans sa version Front National, ça se vérifiait également. On voit ce soir dans la région, notamment au travers Évreux, au travers Le Havre, au travers Rouen, où les candidats Front National ne sont pas en mesure de se maintenir, ce qui est un peu une nouveauté, puisque les élections de 2014 avaient permis à un certain nombre de candidats Front National à l'époque d'entrer dans les conseils municipaux. Et il faut se souvenir que c'était une des grandes ambitions du Rassemblement national que d'avoir des élus locaux. Il l'avait notamment redit après les européennes du mois de mai 2019, en disant que la prochaine étape pour eux, c'était d'entrer dans les conseils municipaux en vue de 2022. On voit que ce soir, le plan de bataille a quelques coups de canif. Alors, j'espère qu'on aura l'occasion de poser la question à Guillaume Penel, justement, le candidat Rassemblement national à Rouen, que nous aurons aussi normalement au téléphone tout à l'heure. Quelques mots peut-être sur les... On va peut-être se redire par rapport à tout à l'heure, mais sur les résultats qui tombent sur Le Havre et Rouen. Le Havre, Édouard Philippe, donc c'est confirmé. Édouard Philippe est à 43% ce soir, Jean-Paul Lecoq à 34%. Je vous fais cadeau des décimales après la virgule. Alexis Dec, le candidat de l'écologie, serait autour de 8-9%. Donc là aussi, on voit bien qu'Édouard Philippe, qui était donné à 42% avant le recours au 49.3, conforte un peu sa position au regard de ce sondage-là. Donc il prend une option plutôt sérieuse sur le second tour. Un de ses mentors politiques, Antoine Rufenac, avait l'habitude de dire que dans les élections, il fallait créer une dynamique au premier tour pour ensuite gagner le second. On peut penser qu'il est parti dans cette dynamique-là, mais attention. Et justement, on va peut-être pouvoir, si vous le souhaitez, Stéphane Siret, poser une première question à Françoise Guégaud qui nous rejoint en direct par téléphone sur le plateau de PNTV. Françoise Guégaud, bonsoir. Bonsoir. Stéphane Siret, peut-être une première question pour Françoise Guégaud, notamment concernant les listes, les Républicains. Françoise Guégaud, que vous inspirent déjà les premiers résultats qui sont tombés, notamment au Havre et pour la ville de Rouen? Écoutez, bon, le Havre, la situation est évidemment très particulière. J'ai cru comprendre que le taux d'abstention était encore un taux d'abstention record, probablement encore plus important que dans d'autres communes. Bon, on est avec un Premier ministre qui aujourd'hui est à 43%, donc voilà, il y a évidemment cette dynamique du premier tour qui peut jouer, mais rien n'est gagné d'avance, puisque évidemment il y aura un deuxième tour très ouvert avec juste 2 listes, si j'ai bien compris.
Quant à Rouen, eh bien, écoutez, le premier constat, parce que pour l'instant, je n'ai que des estimations. C'est évidemment que Rouen reste une ville très ancrée à gauche, entre les deux premières listes qui arrivent en tête, celle de Nicolas Meyer-Rossignol et Jean-Michel Bérégovoy. Et évidemment, je ne peux que constater que malgré un large rassemblement auquel nous avons participé, Jean-Louis Louvel, pour l'instant, a un score qui n'est pas à la hauteur de nos attentes. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Madame Guégou, comment analysez-vous le score de Jean-Louis Louvel qui est à 16,4% ce soir à Rouen ? Écoutez, je crois que c'est encore un peu compliqué. Je pense qu'il y a probablement de nombreuses raisons. Peut-être que la question finalement dans une période qui évidemment est une période tout à fait hors norme, les Rouennais ont eu du mal à se retrouver dans une équipe qui finalement s'est battue pour construire un rassemblement, ce qui pourtant était intéressant pour la ville, mais finalement se sont raccrochés à des étiquettes politiques. Voilà, je pense qu'il faudra analyser ça de plus près et regarder ça. Et puis bon, je laisserai quand même à cette équipe qui s'est quand même bien battue et qui a beaucoup travaillé sur le terrain, analyser ses résultats et puis préparer le deuxième tour. Voilà, maintenant c'est sûr que c'est une déception. C'était un pari sur l'avenir parce que Rouen a besoin de changer. Rouen avait besoin d'avoir de nouveaux élus et de constituer une nouvelle équipe avec des gens qui étaient quand même en très grande majorité de nouveaux visages. Bon, a priori, encore une fois, dans cette période, on s'aperçoit quand même, et ce sera quand même un élément, je pense, important. Quand on regarde dans d'autres communes où les maires sont très fortement implantés, il y a une forte part de réélection aux sortants, ce qui montre bien que dans un climat difficile, finalement, les gens choisissent souvent probablement ce qu'ils connaissent. Ce que vous disiez, Stéphane Siret, tout à l'heure. Ouais. Voilà, et je pense que c'est probablement aussi un facteur qui a joué contre l'équipe de Jean-Louis Louvel. Oui, Voilà, Madame Guégou, Jean-François Bure, un membre des Républicains, qui n'a pas été soutenu par sa famille politique et donc par vous, et ce soir serait à 10%, donc en capacité de se maintenir au second tour. Quelle est votre démarche auprès de lui ? Vous lui dites Jean-François, rejoins-nous ou alors Je dis évidemment que de toute façon, que ce soit pour Jean-François Bure ou Marine Caron, voilà, ce sont des résultats qui de toute façon ne sont pas brillants. On savait dès le départ que de toute façon, ils n'étaient pas en capacité de gagner. Je pense que maintenant que le premier tour est fini, on a tous les uns et les autres toujours dit qu'il fallait une élection à évidemment plusieurs tours. J'espère que dans le cadre de la préparation de ce deuxième tour, il y aura une intelligence collective. Voilà, maintenant, de toute façon, 10%, ça ne permet pas d'engranger l'avenir, si ce n'est de pouvoir montrer que voilà, on est encore là parce que effectivement on a une notoriété historique qui fait qu'on a participé à plusieurs élections au préalable. Voilà, donc moi je les adjoins bien évidemment à réfléchir et à travailler les uns avec les autres pour pouvoir essayer d'engranger un deuxième tour plus intéressant pour tout le monde. Merci beaucoup Françoise Guégou. On va bientôt retrouver Laura Slimani. Merci Stéphane Siret d'être venu sur le plateau. N'hésitez pas à réintervenir si vous le souhaitez. Évidemment, ce plateau est aussi le vôtre. Je refais juste un point sur les résultats de Rouen. Nicolas Meyer-Rossignol donc est en tête avec 28,2% des suffrages. Jean-Michel Bérégovoy à 24% des voix. Troisième position, Jean-Louis Louvel, la liste soutenue par La République En Marche, Les Républicains et Modem avec 16,9% des suffrages. Jean-François Bure, 10,7%. On est dans un cas où tous peuvent se maintenir au second tour. Juste petite question Stéphane, avant de vous laisser repartir. On a bien entendu là, avec Françoise Guégou la stratégie des Républicains. D'un côté, on ne soutient pas Édouard Philippe à Rouen, on soutient le candidat de La République En Marche, et on ne soutient pas notre candidat naturel. C'est difficile de s'y retrouver, on imagine, pour les militants. C'est un peu compliqué. On voit d'ailleurs le résultat ce soir. On peut penser que la famille des Républicains, la famille un peu historique des
Républicains est allé vers Jean-François Bur, qui est à 10%. Effectivement, la stratégie des LR dans le département était un peu étrange, en dépit de ce qu'a bien voulu expliquer au fil des semaines Françoise Guégaud, qui, elle, a parlé de cohérence. C'est vrai que la cohérence, on l'a un peu cherchée dans cette élection. Bon, maintenant, on va voir pour le second tour ce qui va se passer, s'il va y avoir un rapprochement ou non. Mais en tout cas, Jean-François Bur à 10% pourrait se maintenir dans une quadrangulaire. Merci Stéphane. beaucoup Stéphane Ciré. Nous avons Laura Slimani qui nous rejoint par téléphone sur le plateau. Laura Slimani, bonsoir. 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 J'imagine une certaine déception ce soir pour vous. Oui, vous êtes colistière sur... des sentiments mêlés, puisqu'il y a d'un côté évidemment la gravité quand même de la situation qui nous interpelle avec le coronavirus et clairement qui a pesé fortement sur cette élection et sur l'abstention. Probablement d'un électorat d'ailleurs qui aurait plutôt choisi notre projet pour la ville de Rouen. En tout cas, c'est notre analyse à l'heure actuelle. Maintenant, 24% à peu près, c'est quand même un score inégalé pour ce que nous représentons aujourd'hui, c'est-à-dire l'écologie de gauche, sociale, populaire. Et puis, la deuxième bonne nouvelle, c'est que la gauche est quand même largement en tête de ce premier tour. Et donc, nous avons appelé, Jean-Michel Bérégovoy a appelé tout de suite au rassemblement de ces forces de gauche pour un projet qui soit ambitieux à la fois du point de vue écologique et du point de vue social pour Rouen, dans un contexte dont on sait qu'il est aussi extrêmement mouvant, et donc on va aussi être attentif évidemment aux annonces gouvernementales des prochaines heures et prochains jours. On avait envie de penser que le climat, l'accident Lubrizol et le climat post-Lubrizol allaient jouer énormément en votre faveur. Est-ce que c'est votre sentiment ce soir ? Je pense que l'effet coronavirus a été plus important que l'effet Lubrizol, comme l'a dit Jean-Michel Bérégovoy tout à l'heure chez vos confrères. C'est difficile en fait de mesurer cela. On sait quand même que les écologistes étaient donnés en tête d'un sondage qui avait été fait déjà en septembre avant l'accident de Lubrizol. Donc en fait, moi je pense que par contre il y a aujourd'hui effectivement pour une partie de l'électorat eu finalement cette épidémie qui a primé sur leurs devoirs citoyens et leur volonté citoyenne, et en même temps on peut aussi le comprendre dans le contexte dans lequel on est, avec beaucoup de scientifiques, de personnalités publiques qui ont appelé à ne pas aller voter aujourd'hui, et donc on est dans un contexte quand même très particulier, inédit, et c'est très difficile aujourd'hui de tirer des conclusions de cela, mais encore une fois je le dis, 24% pour l'écologie populaire, sociale de gauche à Rouen, c'est historique, c'est l'un des scores les plus élevés pour ce type de liste en France, donc on est aussi très fiers de la campagne qu'on a menée ce soir, et on espère pouvoir apporter aussi toute cette force à Nicolas Maillard-Rossignol dans sa campagne par la suite. Laura Slimani, pour vous, est-ce qu'il aurait fallu annuler ou reporter ce premier tour, tout simplement ? C'est difficile de se prononcer a posteriori. C'est sûr que on va dire que la situation est idéale pour personne. Nous, en tout cas, aujourd'hui, la question qui est posée, c'est surtout celle du second tour, à la fois parce qu'il y a une abstention sur ce premier tour qui est quand même exceptionnelle pour une élection municipale, mais aussi parce qu'on a du mal à comprendre comment ce second tour pourrait se tenir de manière sereine avec les conditions dans lesquelles il semble que nous allons évoluer dans les prochains jours. Mais en tout cas, oui, peut-être qu'il aurait été plus sage de reporter cette élection. Ce n'est pas le choix qu'a fait le gouvernement, et nous en sommes complètement dépendants. En tout cas, on peut imaginer que les discussions vont être intenses dans les jours qui viennent. Comment vous allez les aborder, tout simplement ? Avec la liste de Nicolas Maillard-Rossignol, évidemment. Oui, on l'a contacté. Jean-Michel Bérégovoy lui a écrit ce soir. On va, je l'espère, se rencontrer. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons pour parler rapidement, effectivement, des perspectives de ce second tour, encore une fois assez incertaines. En tout cas, voilà, nous souhaitons évidemment échanger. On a quand même des projets qui sont proches sur le papier, avec aussi des différences quand même, dont il faudra évidemment parler, mais je pense que les Français et les Rouennaises et les Rouennais ne comprendraient pas que nous ne fassions pas ce second tour ensemble et rassemblés. Donc nous allons y œuvrer évidemment avec leurs équipes dans les heures qui viennent. Eh bien, merci Laura Slimani. Merci Laura Slimani. On va bientôt aller dans l'heure retrouver Vincent Le Gallois, le journaliste en charge de ce secteur, pour refaire un point sur Évreux, un petit point sur les résultats à Beauroumois. Dans l'heure, justement, le maire sortant, Philippe Vaneuble, est élu au premier tour. Il a 30,31% des suffrages.
Vincent Le Gallois qui doit nous rejoindre par téléphone, comme tout à l'heure. Stéphane Siret nous a annoncé tout à l'heure que Guy Lefranc manifestement était en avance. Peut-être que Vincent va pouvoir. Vincent Le Gallois, effectivement. Bonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir. Alors dites-nous tout. Alors, je ne pourrais pas tout vous dire. On en est, alors dites-nous-en beaucoup. On en est à peine à la moitié des bureaux dont les résultats ont été officialisés, c'est-à-dire 15 bureaux sur 32. Que se passe-t-il à Évreux? Voilà, on prend notre temps, la soirée est douce. Alors les chiffres, en tout cas, les chiffres officiels, donc après 15 bureaux dépouillés, Guy Lefranc est en tête avec 40,72% des suffrages exprimés. Deuxième, Timur Véry, 23,36. Troisième, avec 14,93, c'est Guillaume Rouget. Et on aurait donc une triangulaire, ce qui est un peu la surprise, puisque Emmanuel Camoin du Rassemblement national n'arriverait que cinquième, avec 8,31% des voix. Il est devancé par Vincent Breuil de la liste citoyenne. C'est un peu la surprise de voir le Rassemblement national absent du deuxième tour, le Rassemblement national qui avait 2 conseillers municipaux dans la mandature actuelle. Et Vincent, puisque nous sommes dans l'heure, juste un petit point résultat pour Pont-de-Mer, où Michel Leroux est arrivé en tête avec 59,96% des suffrages. Il n'y aura donc pas de second tour à Pont-de-Mer. Alors à Évreux, c'est évidemment, oui, effectivement, des chiffres à prendre avec beaucoup de précautions, on a bien compris. Oui. Pourquoi c'est une surprise finalement, cette possible triangulaire? Non, c'est une surprise c'est surtout l'absence du Rassemblement national, donc ici Rassemblement Évreux-Sien qui est une surprise, parce que pour tout le monde, il était acquis que les scores enregistrés aussi bien au municipal qu'aux législatives et aux dernières européennes allaient placer Emmanuel Camoin tranquillement au deuxième tour, et c'était du coup absolument pas le cas. C'est un peu la surprise, mais bon, apparemment, pour avoir croisé le candidat tout à l'heure, il disait que les chiffres n'étaient pas bons pour le RN à Évreux, mais n'étaient pas bons à Louviers non plus. Il avait déjà des indications de ce côté-là, et donc il y aurait une tendance qui se confirmerait, en tout cas qui vaudrait pour 2 villes de l'Eure. Merci beaucoup Vincent, on revient vers vous tout à l'heure. Nous allons avoir dans quelques minutes, à peine dans quelques secondes même, Guillaume Penel du Rassemblement national. Je fais juste un petit point puisque les internautes nous demandent des résultats, que ce soit Mont-Saint-Aignan, que ce soit... on attend encore ces résultats, voilà, on vous les communiquera dès qu'ils seront tombés. Pour l'instant, nous n'avons que des résultats partiels sur lesquels nous ne pouvons pas communiquer malheureusement. On parlait du Rassemblement national, on va en discuter avec Guillaume Penel qui était le candidat Rassemblement RN sur Rouen. On le disait tout à l'heure, le RN qui a du mal à confirmer les scores de 2014. Peut-être que Guillaume Penel est en ligne avec nous. Et déjà, peut-être nous parler des scores sur Rouen. Déjà, Guillaume Penel, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, non, je pense que en fait, ce sont des élections qui vont relever assez rapidement en fait de l'anecdote. Ouais. On a bien compris en fait qu'avec 35 ou 36% de participation, c'était très peu. Visiblement, les électorats populaires en fait ne se sont pas déplacés. On a bien compris en fait que hier soir, en fait, le Premier ministre a créé une sensation de peur générale. S'il voulait annuler les élections, il fallait le faire avant. Beaucoup de nos électeurs, comme partout ailleurs en France, dans les grandes villes, se sont abstenus. Je pense qu'ils ont légitimement eu des craintes pour venir voter. Les bobos du centre-ville y sont allés. Les bobos gauchos, en fait, dans les hypercentres font des voix. Nous, on restera, en fait, les candidats des périphéries, des milieux populaires qui reviendront vers les urnes. On fait d'autres belles voix, je pense à Elbeuf et sur la rive gauche. C'est bien là le plus important. En fait, Rouen est une ville qui a changé. Le Parti socialiste, entre des naturalisations et une immigration massive, a dénaturé l'électorat. On a créé en fait des succursales en fait de bobos à l'image de Paris. C'est pas très important. De toute façon, ce qui compte maintenant, c'est dès lundi la santé et la sécurité sanitaire. Ces élections vont assez vite être oubliées, et heureusement d'ailleurs, parce que on pense aux enfants, et moi je pense d'abord à mes enfants parce que je vais bien me reposer, parce qu'ils ont besoin de moi tout de suite. J'ai un petit garçon handicapé, d'ailleurs je pense à tous les enfants en fait, et toutes les familles qui vont devoir avoir des enfants. Guillaume Penel, chez eux. Je suis désolé, voilà. Guillaume Penel, au niveau national, au niveau national, est-ce que vous pensez que le parti du Rassemblement national pourrait demander l'invalidation des résultats de ce premier tour ? Je sais pas, voilà.
là, je pense que le plus important, encore une fois, demain, on verra l'essentiel. Encore une fois, ces élections vont rapidement être vite oubliées parce que je pense qu'on va rentrer dans une phase en fait très 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 importante pour la sécurité de tous. Ces élections, encore une fois, s'ils ne les annulent pas, eh bien ceux qui seront élus n'auront absolument pas la légitimité nécessaire. Je ne suis pas un constitutionnaliste, il va y avoir des bagarres probablement entre les spécialistes de droit pour savoir s'il faut les annuler ou pas. Moi, ce que je pense, avant tout, encore une fois, je le dis, c'est la sécurité de tous et c'est bien le plus important. On a un gouvernement qui joue avec le feu, il ne sait pas où il va, c'est un gouvernement d'amateurs. Entre la fermeture des écoles jeudi, la fermeture le maintien des élections municipales le lendemain et puis bientôt le confinement généralisé, c'est grave. On a un gouvernement on est une France qui n'est pas guidée. On ferme les frontières partout. La France ne ferme pas ses frontières parce qu'on refuse en fait d'appliquer les règles. L'Allemagne vient de fermer ses frontières avec la France. Plus de Français sont accueillis maintenant à l'étranger. Il va falloir que ce gouvernement maintenant réagisse, que l'Édouard Philippe abandonne un petit peu la mairie du Havre, parce que c'est absolument honteux d'avoir abandonné les Français en fait pour une guéguerre contre le communiste Lecoq. Donc encore une fois, la sécurité et la santé des Français avant tout. Merci Guillaume Pénel. On fera le point sur les résultats du Rassemblement national. On va essayer de joindre Monsieur Lecoq assez rapidement. Jean-Paul Lecoq, oui, avec qui il va falloir qu'on fasse le point très très vite. Il est 20h44, nous rendons l'antenne dans 16 minutes. Jean-Paul Lecoq, pour commenter malgré tout quand même même s'il n'est pas en tête ce soir au Havre, il fait un très très bon score. On imagine qu'il va repartir encore plus motivé pour ce deuxième tour. On essaie de le joindre actuellement. Voilà, on va également retourner vers Dieppe où Anne-Sophie Grouet-Ruodel pourra nous en dire un petit peu plus dans quelques minutes. Les résultats tombent au compte-gouttes. Alors peut-être est-ce dû, on en parle depuis le début, mais c'est pas pour créer un climat de psychose, mais peut-être est-ce dû tout de même au coronavirus. On sait que dans certains bureaux de vote, il y a eu du mal à trouver des personnes qui pouvaient venir donner un coup de main pour le dépouillement. Donc voilà, on attend les résultats. Les principaux, en attendant celui de Rouen, notamment Nicolas Maire-Rossignol, toujours en tête avec 28,2% des suffrages suivis de Jean-Michel Bérégovoy. On en a parlé. On se dirige vraisemblablement vers une liste d'union pour le second tour. Second tour qui, pour l'instant, est maintenu dimanche prochain. Guillaume Pénel, vous l'avez entendu, parce que finalement on ne l'a pas dit, il fait à peine 7% sur Rouen. Effectivement, c'est très peu. On l'a senti particulièrement dépité. Globalement, le Rassemblement national, on le redit, qui marque un recul par rapport à 2014. On a Jean-Paul Lecoq qui est en direct sur le plateau de PNTV, en direct par téléphone. Jean-Paul Lecoq, bonsoir. 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 Alors Jean-Paul Lecoq, la première question, ce résultat, qu'est-ce qui vous inspire, votre seconde place au Havre? C'est un résultat satisfaisant. On espérait faire aux alentours de 30%. On avait cet objectif-là pour pouvoir aborder un deuxième tour dans les starting blocks et essayer de rassembler l'ensemble des gens qui composent les idées qu'on porte, les idées sociales, les idées démocratiques et écologiques. Et on avait un vrai pari avec l'originalité de la liste que l'on présente, puisque c'est une liste originale, 2 tiers de citoyens, 1 tiers de forces politiques qui les accompagnent dans la gestion de la ville, dans la prise de pouvoir pour le rendre aux gens. Et c'était un vrai pari, parce que c'était pas sûr que ce défi-là, ce message-là soit compris. Et on pense qu'il a été entendu, compris, et c'est porteur d'espoir pour l'avenir, à la fois pour le deuxième tour, mais aussi pour la suite, pour la gestion de la ville. Jean-Paul Lecoq, justement, c'est la question qu'on allait poser. Tout est ouvert pour le deuxième tour. Comment allez-vous aborder les discussions, notamment avec la liste d'Alexis Dec? Écoutez, on va les écouter, parce que depuis le début, on les écoute, on les invite, on discute. On aurait tellement aimé que les choses se fassent avant le premier tour. Et on va voir. Et selon les conditions qui seront proposées, souhaitées. Imaginez, et on est là toute la nuit. À titre personnel, vous pouvez nous appeler à toute heure. À titre personnel, Jean-Paul Lecoq, c'est un bon score ce soir que vous faites. Comment vous le vivez, vous, à titre personnel? À titre personnel, je vis. Vous savez, ça fait plus d'1 an que je suis engagé dans cette belle aventure. Et déjà, je me suis régalé pendant cette campagne électorale. J'espère me régaler encore la semaine prochaine avec des gens différents, avec des gens qui ont réussi à trouver un chemin pour construire un projet ensemble. Et je vis
j'ai eu l'occasion de dire que c'était une de mes plus belles campagnes. Oui. Parce qu'elle n'était pas dans un jargon habituel, parce qu'elle n'était pas dans une démarche de parti politique habituel, parce qu'elle partait sur l'idée de se faire confiance tous, malgré nos différences, malgré notre histoire. Et c'est une belle campagne politique et c'est bon de faire de la politique comme ça. Merci Jean-Paul Lecoq. Merci beaucoup Jean-Paul Lecoq. Je fais un petit tour du côté de Lillebonne où notre journaliste Blaise Diane nous informe que Christine Deschamps a été élue maire de Lillebonne avec 52,85% des suffrages exprimés. 38,71% de participation. On sent que la participation a vraiment été en berne pour ce premier tour des élections municipales 2020. Premier et dernier tour, en tout cas, à Lillebonne. Second tour, s'il a lieu. En tout cas, Lillebonne est à l'abri de tout ça. On va tout de suite se diriger vers le Petit-Quevilly, dans la périphérie de Rouen. Le Petit-Quevilly qui a été mis en lumière ces derniers mois avec notamment l'incendie de Lubrizol. Charlotte Goujon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la maire sortante du Petit-Quevilly. Vous avez les résultats, je suppose, sur votre commune. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous les communiquer ? Eh bien, donc, au premier tour, je fais 56,19%. Donc, voilà, je suis élue dès le premier tour avec 4 listes pour ce premier tour. C'était la première fois qu'il y avait 4 listes au Petit-Quevilly. Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait d'avoir cette pluralité qui s'est exprimée ? L'ensemble des électeurs ont pu avoir en tout cas un choix assez large et représentatif, puisqu'on allait de l'extrême gauche à l'extrême droite dans les listes qui étaient en lice ce soir. Donc chaque électeur a pu s'exprimer selon son souhait. En tout cas, voilà, moi je note en tout cas que la gauche, quand on prend les résultats à la fois de la France Insoumise et de la liste que je menais, la gauche est largement en tête sur Petit-Quevilly, puisque on arrive à 64% sur Petit-Quevilly si on ajoute l'ensemble des résultats des deux listes. L'un des sujets forts, on en parlait en préambule, c'était Lubrizol pendant cette campagne. Je suppose que les électeurs, les administrés vous ont pas mal mis ce sujet sur le devant de la scène pendant la campagne. Oui, un certain nombre d'électeurs nous en ont parlé et m'ont rapporté à moi en tout cas leur satisfaction, en tout cas leur reconnaissance de l'action que j'avais pu avoir et que je continue à avoir et que je continuerai à avoir pour faire en sorte que Petit-Quevilly soit pris en compte et soit considéré dans cet événement, cet incendie de Lubrizol du 26 septembre. Ça explique ce succès ce soir, net et sans bavure. Ça s'explique à la fois par l'action qu'on a pu mener depuis de nombreuses années avec Frédéric Sanchez notamment, et puis avec ma présence également sur le terrain, ma proximité avec les Quevillais, qui a été reconnue ce soir et que l'on va continuer à mener dans les années à venir. Très bien, merci Charlotte Goujon. Merci Charlotte Goujon. Merci. On va nette victoire. Nette victoire, effectivement. On se rapproche petit à petit de ce direct des municipales 2020 qu'on a resserré pour des raisons que vous connaissez, qu'on ne va pas répéter encore. Je sors un peu de la région, histoire d'aller voir un peu les politiques un peu emblématiques nationaux. À Lille, la maire socialiste Martine Aubry est en tête au premier tour des voix avec 30%. Voilà, c'est pas très loin de Rouen, mais c'est pas en Normandie. Mais voilà, j'ai les résultats qui sont tombés. J'avais envie de les partager avec les internautes. On a d'autres interlocuteurs qu'on essaie de joindre actuellement. On a Marine Caron bientôt qui sera en ligne dans quelques minutes, qui pourra nous faire un point encore sur Rouen. Décidément, Rouen, où effectivement les sondages ont été confirmé. On a Dieppe en ligne, nous dit-on. Anne-Sophie à Dieppe, on retrouve Anne-Sophie Ruodel, responsable de la rédaction de Dieppe. Alors, qu'est-ce que vous nous confirmez là ? Alors moi je vous confirme que Nicolas Langlois, le maire sortant, repasse au premier tour avec vraiment un excellent score de plus de 61% des voix. Il est en tête dans tous les bureaux de Dieppe, y compris ceux qui votaient plus à droite habituellement. Voilà, donc c'est vraiment un plébiscite. Il est plus haut même qu'en 2008 quand Sébastien Jumel avait été élu au premier tour aussi. Donc voilà, c'est vraiment
un grand succès pour lui. Il place 29 de ses colistiers au conseil municipal. Dans l'opposition, il y aura trois élus de la liste d'André Gauthier, sans étiquette, mais André Gauthier est républicain. 2 élus de Dominique Garçonnet, qui était sans étiquette, mais soutenu notamment par La République En Marche, le MoDem. Et puis quand même, un poste pour un élu de la liste de Louis Armand de Béjarry, Rassemblement National. D'accord. Qui fait 8,56%, donc un peu moins qu'il y a 6 ans. Il n'atteint pas les 10%, mais comme il n'y aura qu'un premier tour, voilà, il place un élu au conseil. Donc il y aura au moins ce motif de satisfaction pour le Rassemblement national ce soir. Dans la région, il y a peut-être d'autres, mais il y aura au moins celui-là avec cette entrée historique dans le conseil municipal de Dieppe. Et du coup, Nicolas Langlois... C'est l'objectif pour eux de faire sauter le verrou dieppois, entre guillemets, puisque c'est vraiment une place à prendre, Dieppe, pour ce parti, le Rassemblement national. Mais effectivement, ils en sont encore très loin. Et de manière générale, l'opposition face à la municipalité communiste il va se passer encore beaucoup de temps avant qu'elle puisse inverser la vapeur, manifestement. On dirait, oui. La relève est là, en tout cas, avec Nicolas Langlois qui a accédé au poste de maire plus tôt que ce à quoi il était peut-être destiné, puisque Sébastien Jumel a fait un peu la surprise en étant élu député en 2017. Mais bon, il a bien pris la mesure du poste, et puis il semblerait que les Diepois aient encore montré ce soir qu'ils lui faisaient confiance, et puis qu'ils comptaient lui faire confiance à nouveau pendant 6 ans. Merci Anne-Sophie. Il n'y a pas de quoi, bon courage. Merci beaucoup Anne-Sophie. On va aller du côté de Saint-Valery-en-Caux, où le maire Jean-François Ouvry a été élu au premier tour avec 51,75% des suffrages. Une abstention toujours très forte. On va aller du côté de François Manoury. Dans le Pays de Caux, parce qu'on parle de Saint-Valery-en-Caux. Nous sommes dans le Pays de Caux. Qui va nous en dire un peu plus. Avec François Manoury, responsable lui, des éditions du Pays de Caux, basé à Yvetot. Bonsoir François. Bonsoir François. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Quelques mots sur Yvetot, alors, où Émile Canu, le socialiste Émile Canu, remettait son mandat en jeu pour la 3e fois. Et Émile Canu repart pour un 3e mandat. Il obtient 56,71% des suffrages exprimés. Il termine loin, très très loin devant la candidate d'Hiver Centre Charlotte Massé, qui elle a obtenu 29,59% des suffrages. Et en 3e et dernière position, le candidat de l'Union du Centre, Laurent Bénard, qui a obtenu 13,70%. Donc une fois de plus, la droite qui n'a pas réussi clairement à faire l'union face à Émile Canu, qui repart pour un 3e mandat. Effectivement, il n'y a pas eu d'alliance possible entre Charlotte Massé et Laurent Bénard. Leurs convictions politiques ne sont pas si éloignées que ça, mais en revanche, leurs personnalités sont clairement incompatibles. Ça a fait le jeu d'Émile Canu. L'absentéisme, parlons-en aussi, parce que elle a été très très importante, 64,19% au niveau du taux d'absentéisme. C'est quasiment le double qu'il y a 6 ans. Merci François, en tout cas pour ces chiffres. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Il est 20h56. Thierry Rabier, le rédacteur en chef de Paris-Normandie, va venir nous rejoindre sur le plateau de Paris-Normandie. On a encore quelques Nous aurons Marine Caron dans quelques minutes. Alors, quelques résultats, par exemple, à Acquigny, où la liste de Collet est élue avec 55,09% des suffrages devant la liste de James et devant la liste de Monsieur Le Sen. Voilà, les résultats tombent vraiment au compte-gouttes. C'est assez compliqué. On a les résultats complets également au Ménil-en-Ouche. C'était assez simple puisqu'il n'y avait qu'une liste avec la liste de Madelon. Ménil-en-Ouche qui était une commune nouvelle, juste quelques mots dans l'heure. Toutes ces communes nouvelles qui, pour la première fois, élisaient leur maire véritablement, et effectivement avec parfois, comme à Ménil-en-Ouche en milieu rural, des difficultés à trouver des candidats avec des listes très importantes, et effectivement avec des territoires je crois que Ménil-en-Ouche, on est autour de 5000 habitants et pourtant une seule liste, et ça a été le cas d'autres communes importantes, où d'ailleurs il n'y avait qu'une seule liste. On peut citer Canteleu ou Barentin dans l'agglomération rouennaise. On a beaucoup parlé de Rouen, on a beaucoup parlé du Havre, on a parlé d'Évreux également, et on n'a pas encore beaucoup parlé de Vernon, un autre point chaud de Normandie. Nous sommes en direct avec Célia Mick. Célia Mick, notre journaliste. Bonsoir Célia. Bonsoir Célia. Allô Célia. Oui, bonsoir. Bonsoir Célia. Vernon, un point qu'on a beaucoup surveillé pendant toute cette campagne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette commune ?
Donc sans surprise, même si il y avait quand même quelques appréhensions avec l'abstention qui pouvait être grandissante ici suite au virus. Donc sans surprise, la liste Génération Vernon conduite par François Ouzilleau, maire sortant, et sur laquelle le ministre Sébastien Lecornu est en 3e position, arrive largement en tête avec 66,37% des voix. Ensuite, la liste de Laurine Balikci, la liste écologiste et citoyenne, arrive en seconde position avec 15,58% des voix, suivie de très près par le conseiller municipal sortant socialiste Gabriel Sino et 15,33%, suivi enfin par la lutte ouvrière et 2,7% des voix. Donc pas de surprise à Vernon, mais la majorité était quand même soulagée de pouvoir être élu dès le premier tour. Alors Vernon, c'est un enjeu fort, forcément, y compris pour le gouvernement, forcément pour Sébastien Lecornu, qu'on a vu, qui s'est impliqué dans cette campagne locale. Il a mouillé la chemise, effectivement. Oui, il a mouillé la chemise, il a fait quelques porte-à-porte, il a beaucoup travaillé en coulisses, et les équipes qui ont été davantage sur le terrain, mais c'était effectivement important pour lui, d'un point de vue gouvernemental, de confirmer que la ville était, selon les Vernonais, bien gérée et pouvait compter sur lui. Alors, il est 3e sur la liste. Qu'est-ce qui va se passer justement pour son avenir personnel à Sébastien Lecornu maintenant? Est-ce qu'il s'est exprimé dessus? Donc le conseil municipal se réunira vendredi soir à Vernon à partir de 18h. Sans surprise, ça sera François Ouzilleau qui devrait être élu maire, puisque Sébastien Lecornu continuera d'assurer ses fonctions gouvernementales. Et c'est d'ailleurs lui, ministre en charge des collectivités territoriales, qui décidera, là il nous a confié ça dans la semaine, quelles mesures allaient être appliquées pour l'élection des maires. Est-ce que les conseils municipaux se réuniront en huis clos ou seront ouverts au public? Et s'il y aura peut-être un deuxième tour? Et si peut-être il y aura un deuxième tour la semaine prochaine. D'accord. Merci Célia. Merci à vous. Merci Célia. On m'informe que nous sommes en train d'essayer de joindre Marine Caron. Nous irons également voir Raphaël Moury, qui est un journaliste de Paris-Normandie, qui pourra faire le point sur son secteur. On attend à Châtellambray. On attend également Thierry Rabier, le rédacteur en chef de Paris-Normandie, qui viendra pour le mot de la fin. Les résultats continuent de tomber, mais de manière assez compliquée, je vous l'avoue. Je suis en recherche non pas en panique, en recherche et en attente. Marine Caron est en plateau. Marine Caron est en ligne. Bonsoir Marine Caron. Oui, bonsoir. Merci de nous rejoindre ici sur le plateau en direct de PNTV. Quelques mots déjà sur votre score. Déjà, est-ce que vous avez les mêmes chiffres que nous et qu'est-ce que vous pouvez nous dire à son sujet? Écoutez, forcément un peu de déception que le message qu'on a souhaité porter pendant maintenant plusieurs mois n'ait pas été totalement perçu par les Rouennaises et les Rouennais. En même temps, il faut aussi le contrebalancer avec le taux de participation qui est très faible et qui dévoile aussi qu'au vu du contexte dans lequel on se trouve, beaucoup de personnes ont pris peur et n'ont pas fait le choix d'aller exprimer leur position. Donc ça, c'est un fait. Et puis après, derrière, j'ai envie de vous dire que je suis fière aussi. Je suis fière d'avoir porté une liste indépendante avec des femmes et des hommes qui se sont engagés beaucoup pour la première fois, qui, si on remonte 6 mois en arrière, n'auraient jamais imaginé être là parce qu'ils n'avaient pas d'engouement particulier pour la politique, mais par contre d'autres sens de l'engagement dans la vie locale et dans la société. Donc voilà, pour moi... Y a-t-il matière à regret pour vous ce soir quand même peut-être de ne pas avoir fait campagne commune avec d'autres candidats proches de vos idées? On pense à Jean-Louis Lauvel évidemment, mais peut-être d'autres. Absolument pas. Ouais. On a porté un message et des convictions qui étaient différents et je suis fière de les avoir portés jusqu'au bout. Quelle va être la suite pour vous maintenant, au lendemain de ce premier tour? Écoutez, d'abord, on va prendre le temps de réfléchir à tout ça et de véritablement l'analyser, de comprendre quel est le message qu'ont voulu nous faire passer les Rouennaises et les Rouennais. Après, bien entendu, si la question sous-jacente, c'est celle du second tour, on va d'abord attendre de voir si second tour il y aura. Parce que la manière et les conditions dans lesquelles se sont passés ce premier tour laissent à interroger sur la suite, véritablement, et sur, d'une certaine manière, une forme d'amateurisme dans la gestion de la crise et dans le besoin d'avoir la tenue de ces élections et en même temps de passer des messages contradictoires en disant aux gens restez confinés chez vous, mais sortez votre nuit.
n'a pas été clair. Donc, est-ce qu'il y aura un deuxième tour? C'est une question. Et s'il y a deuxième tour, nous aurons l'occasion d'en reparler avec plaisir. Avec plaisir, on suivra ça avec vous. Merci Marine Caron. Merci à vous. Alors, on fait un petit point tout de même sur quelques résultats qui arrivent. Par exemple, à Wassel, où il n'y aura pas de second tour, puisque la liste conduite par Stéphane Barré est en tête avec 76,71% des suffrages. Pascal Lemanac, lui, arrive en troisième position avec un peu plus de 7%. Et la liste de Letellier est à un peu plus de 16%. On va bientôt rendre l'antenne. Le moment est de savoir si on va avoir Raphaël Moury à Neuchâtel-en-Bray. Peut-être que oui, peut-être que non. Pour l'instant, non. En tout cas, non. Dans quelques secondes, nous allons rendre l'antenne. Tout de suite, juste une petite respiration et on se retrouve dans une dizaine de secondes. On reprend l'antenne pour le mot de la fin. Il est 21h03, je crois, un peu dépassé. On a un peu dépassé. C'est le moment de vous laisser. Merci en tout cas déjà pour commencer de nous avoir tous suivis sur PNTV en direct pour cette soirée qui a été évidemment bouleversée. Thierry Rabillet, rédacteur en chef de Paris Normandie. Quelques mots sur cette soirée presque historique. Oui, inédite et dans sa forme et dans le fond. Et on a fait le choix effectivement à Paris Normandie de ne pas inviter, de ne pas avoir d'experts sur le plateau ni de candidats afin de respecter les consignes qui ont été données par le gouvernement de distanciation sociale. Donc vous avez fait un beau jeu d'équilibristes, Anthony et Thomas, ce soir pour faire vivre depuis 19h30 ce premier tour des municipales. Des municipales marquées, comme vous l'avez dit, et les gens qui se sont succédés au téléphone par cette abstention record. C'est ce qu'il faudra retenir. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est bien sûr la crise du coronavirus qui est encore devant nous, avec un record de décès en Italie, pratiquement 400 morts en 24 heures. Donc au-delà des chiffres de l'abstention, des chiffres du premier tour en France, on ne perd pas de vue que cette crise sanitaire mondiale maintenant va peut-être mettre même en péril le second tour. Juste un petit point sur des résultats qui continuent de tomber. Au Grand Quevilly, Nicolas Rouly est en tête avec 77% des suffrages devant la liste du Rassemblement national qui a un peu plus de 20%. Il n'y aura pas de second tour au Grand Quevilly. Thierry Rabillet, juste pour vous informer, on m'indique que Damien Adam sera bientôt en ligne. Il est en ligne. Damien Adam, bonsoir. Vous êtes député de Seine-Maritime. Thierry Rabillet, peut-être une question pour le député La République En Marche que nous avons actuellement. Oui, j'imagine, Damien Adin, pour vous, sur Rouen, vous étiez sur la liste de Jean-Louis Louvel, vous étiez en fin de liste pour marquer vraiment le soutien que La République En Marche apportait à l'entrepreneur rouennais. Vous devez forcément être fortement déçu ce soir avec un chiffre largement en deçà de vos espérances. Et je vous écoutais sur le plateau de nos confrères de France 3 il y a quelques minutes et vous sembliez déjà indiquer que la tactique, la stratégie n'avait pas forcément été la bonne sur Rouen autour de Jean-Louis Louvel. Qu'est-ce que vous pouvez dire exactement sur cette stratégie que vous avez semblé pointer du doigt ? Si la tactique avait été bonne, on serait beaucoup plus haut que notre résultat de ce soir. Donc effectivement, il faut analyser les résultats dans les prochaines heures, comprendre pourquoi nous sommes en dessous de ce que nous pouvions attendre et ajuster la campagne pour ce deuxième tour, sachant que nous aurons face à nous une alliance socialo-communico-écologiste. Et donc voilà, il faudra mettre en avant auprès des électeurs nos priorités et faire en sorte de les convaincre que notre projet est plus intéressant que ceux d'en face, sachant que ce n'est pas ce qui est arrivé à ce premier tour. Pour le moment, nous n'avons pas réussi à les convaincre, mais il y a encore 7 jours, semble-t-il, devant nous, si le deuxième tour a lieu le 22 mars, pour faire en sorte de les convaincre que nous sommes la meilleure alternative pour faire en sorte que Rouen soit gouverné autrement. Cette alliance, ça vous paraît facile à faire c'est sûr que les chiffres du résultat de ce soir ne plébiscitent pas cette hypothèse comme étant la plus probable. Mais vous savez, la politique est un combat où il faut savoir jouer jusqu'au bout. Et donc nous sommes dans cette campagne encore
pendant 7 jours, et donc nous ferons tout pour convaincre les électeurs que notre projet est très bon, parce que je pense que vraiment le projet sur lequel nous avons travaillé est un projet très intéressant pour les Rouennais. Nous sommes pour le contournement Est, nous serons la seule liste à le proposer. Nous sommes pour avoir un sérieux budgétaire, pas d'endettement comme la liste de Bérégovoy. Nous sommes pour avoir une politique de solidarité beaucoup plus efficace, pour une politique de la culture beaucoup plus développée et grand public, donc pour un projet de transition écologique qui soit crédible et en même temps efficace, puisqu'on voit bien que le bilan de la majorité actuelle sur ce sujet il est quand même déplorable, et surtout un programme axé sur les priorités des Rouennais, la sécurité, la propreté et l'environnement. Est-ce que finalement, votre meilleur espoir ne résiderait pas dans un face-à-face entre Jean-Louis Louvel et Nicolas Maillard-Rossignol, si on part du principe qu'avec l'élimination de Guillaume Penel du Rassemblement national, on échapperait à Rouen à une triangulaire qui était annoncée depuis des mois et des mois? Effectivement, c'est la surprise de ce soir, c'est que le Rassemblement national, donc le Front national, n'est pas présent au second tour, alors que de l'aveu de la plupart des commentateurs, des experts, des personnalités politiques, on s'imaginait effectivement qu'ils feraient plus de 10% comme ils l'ont fait aux différentes élections depuis quelques années. Et donc c'est une bonne nouvelle, puisque c'est toujours une bonne nouvelle quand l'extrême droite est très basse, et on doit s'en féliciter, même si malheureusement cela est dû principalement à un taux de participation qui est extrêmement faible. Je n'ai pas les chiffres définitifs, mais il me semble que la participation elle est inférieure à 40%, autour de 36-38, je crois, donc c'est extrêmement faible. Mais voilà, en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle que l'extrême droite soit suffisamment basse pour ne pas être présente au second tour. À nous maintenant de nous rassembler pour faire en sorte, dans ce face-à-face effectivement qu'on imagine entre Jean-Louis Louvel d'un côté et les communistes, les Bérégovoy et Maillard-Rossignol en face, nous puissions convaincre les Rouennais que nous sommes la meilleure alternative pour eux, plutôt que cette gestion depuis 6 à 12 ans de la majorité sortante actuelle. Merci Damien Adam, on suit ça évidemment avec intérêt, on reviendra vers vous très vite pour la suite, pour ce deuxième tour. Effectivement, Guillaume Penel qui n'est pas au deuxième tour, on l'a senti très dépité tout à l'heure, Thierry au téléphone. Pour le Rassemblement national, c'est vraiment un échec aussi à Rouen, mais pas qu'à Rouen. Emmanuel Camoin à Évreux aussi, qui était présent au second tour en 2014, est aussi éliminé. Donc effectivement, il y a un net recul du Rassemblement national partout en Normandie en 2020. En tout cas, merci Thierry pour ces quelques mots. Anthony, quelques résultats encore peut-être ou pas aussi. On peut aller très rapidement rejoindre Raphaël Moury qui est sur le plateau actuellement. Raphaël Moury, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Neufchâtel-en-Bray. Tout à fait. Très rapidement, parce qu'on a déjà dépassé quelques résultats sur votre secteur et une rapide analyse de ce que vous allez nous annoncer. Très bien, écoutez, pas de surprise à Neufchâtel, où le maire Xavier Lefrançois a remporté l'élection dès le premier tour avec 71,5% des suffrages exprimés. Après, j'ai une petite surprise à Saint-Saëns, si vous souhaitez. Jacques Huchet, après on prend toutes les surprises comme maire, vient d'être battu par Karine Wunkeler avec, si je ne dis pas de bêtises, un peu plus de 30 voix d'écart. Parfait. Eh bien, écoutez, merci pour ces résultats. Merci Raphaël. Qui seront les derniers que nous allons annoncer durant ce grand direct que nous avons essayé de mener avec les moyens du bord. On revient juste sur quelques mots, Thierry Ravier, sur l'édition forcément demain qui va être largement consacrée à ces municipales et évidemment à l'actualité de coronavirus. Exactement, ça sera un mix entre la crise sanitaire qu'on ne pouvait pas ignorer dans nos éditions de demain. On ouvrira d'ailleurs la séquence par 4 pages consacrées à la crise sanitaire et ensuite nous vous présenterons les analyses du scrutin du premier tour avec les résultats complets commune par commune. Eh bien, retrouvez toute l'actualité dans Paris Normandie, dans toutes vos éditions de Paris Normandie demain. Merci encore de nous avoir suivis. On vous retrouve, si tout va bien, pour le deuxième tour. On ne sait pas quand, mais il y aura un deuxième tour. Il y aura un second tour, on l'espère bien. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt sur PNTV. Bonne soirée.